Parlons pro. Parlons peu. Parlons pro. Parlons peu. Parlons peu. Qui a-t-on autour de la table? Présentez-vous un petit peu de manière personnelle, que les bichons puissent se dire, bon, c'est un gars normal au final. Alain, je te commence à te donner le crachoir. Alain Montard. Oui, à un âge très élevé. Oh non! On va dire, il arrive presque au bout du rouleau. Oh, t'es bon. Oh! Bientôt la retraite. Jeune homme, t'es encore pas bon pour la Sauf que casse. j'ai pas envie de la prendre. T'as pas envie? Eh ben, t'as Non, bien raison. Non. Donc, Alain Montard, Donc, présente-toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? 59 ans, je suis né à Saint-Étienne. Non mais attends, sérieux, je m'excuse, je te coupe. 59 ans? Oui. Tu les fais pas, sans déconner, les gars. Et je dis pas ça pour te passer de la Ça veut pommade. dire que je fais 62 ou Non, 45? moi, sincèrement, je trouve que t'es encore superbe. Merci. T'es dans la fleur de l'âge. Donc, miroitier de métier. D'accord. Formation, alors à l'époque, il y avait de la formation. Si tu veux, je descends d'une lignée où mon grand-père était vitrier. D'accord. Alors, je peux raconter l'histoire vite fait, comment c'est parti. Vas-y. Si tu veux, mon grand-père est parti à la guerre. Mon père avait 5 jours, je crois. Ok. Donc, en 1939, D'accord. il part à la guerre et il se fait faire prisonnier. Et mon grand-père est prisonnier à Berlin. Sauf que, alors, je raccourcis, Oui. en tant que prisonnier, il a quand même appris l'allemand. Un petit peu là-bas. Et justement, les Français ont bombardé Berlin. Et comme tous les mecs étaient en France à la guerre, il n'y avait personne. Donc, ils ont cherché dans les listings des personnes. Et mon grand-père n'en était pas vitrier. Il travaillait à la verrerie à Vauche. Il fabriquait de la bouteille. Mais les métiers du verre, on appelle ça des glazeurs en Allemagne. D'accord. Et il cherchait dans les listes tous les glazeurs qu'il pouvait trouver. Et mon grand-père est apparu. Et c'est de là qu'il a commencé à apprendre à poser du vitrage avec les vitriers de métier prisonniers qui étaient à Berlin. Et c'est un peu comme ça, si tu veux. Alors, on n'est pas des bandits. Mais lui, il a réussi à faucher 2-3 trucs en travaillant là-bas pour pouvoir se barrer et il s'est évadé. Et en gros, il est revenu de Berlin à pied. Pratiquement. Putain. Bon, c'est déjà un beau périple. Et en arrivant là, forcément, on l'avait ri, chômage total. Sauf qu'entre-temps, on avait une manufacture d'armes à Saint-Étienne. Oui. Donc les Allemands ont voulu bombarder la manufacture, sauf ils ont tiré les bombes à 2-3 000 mètres de hauteur. Ils ont rasé tout Saint-Étienne, sauf la Manu. Donc des milliers de verres cassés. Et là, vu qu'il avait appris là-bas en Allemagne, il est rentré dans une boîte de Saint-Étienne pour changer les verres. Et puis après, si tu veux, mon père, lui, a continué. Donc il a fait une école un peu pro. Et à 14 ans, il s'est retrouvé apprenti dans la boîte avec son père, tous les deux, jusqu'à que mon père parte en Algérie, puisqu'ils lui ont fait faire la guerre d'Algérie. Il n'a rien demandé, mais il est parti quand même. Et donc, si tu veux, au retour, en 62, ils se sont dit, on a un peu de boulot, on va se mettre à notre compte. Donc, ils sont partis comme ça, eux, en vitrerie. Voilà. Et donc, moi, je suis arrivé derrière, longtemps après. Sauf que, si tu veux, moi, le métier de vitrier, ça ne me plaît pas. La matière me plaît, mais pas le métier. D'accord. Alors moi, si tu veux aller me geler par -10 à poser des vitres à l'époque quand tu étais gamin, quoi. Je te parle de ça, voilà. En gros, à 4 ans, je ne savais pas écrire, je savais couper un bout de verre déjà. Tu vois, bon. Mais enfin bref. Et donc, si tu veux, le métier, mais la matière me plaisait. Donc, et je me rappelle, mon grand-père emmenait des glaces. Alors à l'époque, on réargentait les miroirs. Et il amenait ça dans une boîte, c'était un nommé M. Guerriot qui tenait ça, il était à Montaut. Un tout petit atelier, il y avait de la mousse dans toutes les machines, tellement qu'il y avait de l'humidité, enfin bon, un truc de fou. Mais ce qui me plaisait, c'est qu'il mettait un bout de verre sur sa table, il versait une solution, il prenait un petit comment on appelle ça, tu sais, pour raviver la flamme. Un soufflet? Oui, enfin une sorte de soufflet. Ouais. Il regardait ses niveaux, et au bout de 3 minutes, l'argent se déposait, les bouts remontaient, et tu avais un miroir. Ça c'était magique, si tu veux. Et là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et voilà, c'est parti comme ça. J'ai dit, par contre, il faut me trouver une école. Et à l'époque, il y en avait une qui était à Tournon. Et on pouvait, au bout de 3 ans, on avait un CAP. Il n'y avait pas de bac technique, il n'y a pas eu de BEP, il n'y a rien derrière. Donc, si tu veux, bon, je suis sorti, j'ai qu'un CAP. Alors, c'est pas parce que tu l'as que tu sais mieux travailler que les autres, on est bien d'accord, mais tu l'as. Voilà, donc ça, c'était pour la formation. Et après, je me suis mis à mon compte, je crois que c'est le 1er avril 85. D'accord, j'avais 5 ans. Donc moi j'en avais 21. D'accord. Voilà. Et depuis, alors il faut savoir que tu n'as pas les mêmes clients par rapport aux vitriers. Donc tu t'es mis à ton compte en miroiterie finalement. Moi je suis façonnier sur glace. Si tu veux, il y a 3 catégories. Tu as le vitrier,
Oui. Tu as le miroitier. Et en gros, tu as celui qui fait ce que les deux autres ne savent pas faire. C'est-à-dire le façonnier sur glace. C'est-à-dire que moi, je suis capable de te graver des miroirs vénitiens, si tu veux. Moi, je suis façonnier sur glace. C'est-à-dire je suis capable de graver des miroirs comme tu as ce qu'on appelle des glaces de Venise, tu vois. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire ce métier-là parce que tu es obligé de partir d'un verre transparent. Il faut que tu vois ce que tu fais. Donc, tu graves tes glaces et tu les argentes après. Donc, si tu veux, j'étais pratiquement le dernier argenteur, pratiquement, je dis, parce qu'il y en reste peut-être un ou deux sur Lyon, de Rhône-Alpes. Mais aujourd'hui, tu ne trouves plus les produits. C'était d'une toxicité, mais fallait voir. Tu as de l'alcali, tu as du vitriol dans de l'argenture. Hein. Oui. Voilà. Alors, il est dilué, donc, c'est pas le truc que tu fais faire à l'apprenti. Voilà. Il est dilué à 1 pour 1000, mais il est quand même là. Donc, toi, tu achètes un truc qui fait 50 kilos de vitriol, qu'il faut que tu mettes à l'abri, parce que s'il y en a un qui te chope le bidon, tu as gagné. Enfin, bon, voilà. Et puis, tu as tout un tas. C'est de la chimie. Hein. Moi, j'avais un labo avec plein d'éprouvettes partout, tu vois. Alors au départ, tu mets 40-50 grammes d'argent, de nitrate, que tu mélanges avec de l'alcali, je te donne la solution vite fait. Hein. Bon, tu as du protochlorure d'étain, tu as de l'eau déminéralisée, parce qu'il ne faut pas de bactéries. Hein. Et si tu veux, quand tu argentes comme ça, comme je t'expliquais tout à l'heure, si tu as un postillon, une mouche, un cheveu ou un machin, tu as une tache noire. Ta glace, elle est foutue. Donc il faut tout repasser à l'acide et tu recommences tout. Voilà, ah oui, c'est très très sensible. Et il faut que ta salle soit chauffée entre 22 et 24. À 26, ça se dépose trop vite. En dessous, ça se dépose pas. Donc, non, mais voilà, alors là, pour le coup, c'est un vrai savoir-faire. Hein. Ah oui, oui, non, mais pour ça, voilà. Mais aujourd'hui, je peux plus faire ça. Mais alors, du coup, vas-y, continue ton histoire. Si tu veux, aujourd'hui, on peut faire de la gravure par sablage. Donc, tu le sais, parce que je sais que tu en as déjà fait, notamment pour une certaine verrière. Voilà, de l'aérogommage. Voilà, de l'aérogommage. Et si tu veux, on est beaucoup plus libre. Parce que toi, tu gravais à la meule, quoi, finalement. Comment tu gravais ça? Oui, à la meule. C'est ce qu'on appelle la gravure à la roue. Donc, si tu veux, tu as des petites meules de différents diamètres, de différentes largeurs. Et suivant la forme que tu as à peu près 4 à 5 modèles de base. Si tu veux, tu en as une que tu adoucis légèrement et tu fais du rond, ce qu'on appelle du ponti. D'accord. Tu en as que tu tailles en biais et on a un fuseau. Tu en as qui sont plates en travers et quand tu graves de côté, tu as ce qu'on appelle un demi-grain de café. Tu vois, c'est parlant. Hein. Voilà. Voilà. Et à partir de ça, si tu veux, à partir d'une meule où tu fais un ponti, c'est-à-dire le rond, si tu le glisses comme ça, de chaque côté, tu as une feuille. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, ta meule à fuseau, soit tu fais des feuilles plus larges, style grain de blé, où tu peux avoir... Voilà. Soit tu le fais très très fin et tu as ta tige du blé. À l'aide de toutes ces meules... Avec toutes ces meules, tu fais de la gravure à la roue. Donc quelqu'un qui t'appelait, qui disait « Je veux une violoniste avec au milieu d'un champ de blé... » Ça, c'est plus compliqué. Le grain de blé, c'est facile. La violoniste, tu es presque obligé de la faire... à l'aérogomme. Oui, parce que si tu veux... Voilà. Sauf que le mélange des deux, tu vois que c'est pas la même gravure et c'est pas très beau. Donc c'est soit tu fais tout en aérogommage, soit tu fais tout à la meule. Voilà, mais tu es beaucoup plus basique à la meule. D'accord. Je sais qu'une fois tu es venu au dépôt, tu as fait un tuto, on a présenté quelques modèles gravés. Voilà, ça s'arrête là. Si tu veux, tu peux pas bien aller plus loin. Mais enfin, c'était déjà joli et là pour le coup, c'est un vrai savoir-faire. Voilà. Et après ta gravure, soit tu la laisses mate parce qu'elle sort mate, soit après tu la fais briller avec une terre rare style oxyde de cérium. Qui aujourd'hui, c'est une terre rare qui n'est plus exploitée, donc ça vaut une blinde. Ouais. Hein, et là, tu joues sur les nuances entre le brillant et le mat. Mais alors là, tout de suite, il me vient 2 questions et on passera bien sûr à nos autres invités tout de suite après. Mais là, c'est tellement passionnant. Il me vient 2 questions. La première question, a-t-on encore besoin de ces métiers? J'imagine que oui, dans la restauration, dans la rénovation. Quand on se balade dans le patrimoine français et qu'on voit des objets comme ça qui ont besoin d'être restaurés, on a encore besoin de ces métiers. Donc, on trouve où les gens qui font ça aujourd'hui? Eh ben, ça, c'est le problème. Parce que dans la transmission du métier, il faut bien que ça se transmette, ces savoir-faire. Si tu veux, je veux bien transmettre. Le problème, il faut que je trouve un petit jeune. Et avant de te lever le matin en disant « je vais faire façonnier sur glace », tu as d'autres métiers qui te viennent en tête. C'est-à-dire que tu peux dire « je peux faire prof, mécano, flic ». Ou gangster même. Tu peux même dire que je peux faire gangster. Mais avant que tu viennes en disant je vais faire vitrier, miroitier ou façonnier sur glace, tu as un monde. Oui. Tu vois? Voilà. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui était devant, c'est-à-dire qui est né avant moi et qui a fait ce métier
notamment du verre, ce que j'expliquais tout à l'heure. Qui t'a inspiré. Et qui m'a inspiré sur le reste. Voilà, mais sinon, moi, si mon grand-père fait pas la guerre, je suis pas façonnier sur glace aujourd'hui. Ouais. C'est sûr et certain. J'aurais peut-être fait comme mon père, il serait rentré à la verrerie de Vauche, il aurait fabriqué de la bouteille, et comme ils prennent que les enfants de ceux qui y bossent, peut-être qu'aujourd'hui, je serais même en fin de carrière à la verrerie de Vauche. Oh là là, on serait passé à côté d'un incroyable talent. Ça reste du verre, hein, on est bien d'accord. Oui. Voilà. Et c'est pas péjoratif pour nos amis de la verrerie, mais c'est vrai que quand je vois... j'ai eu la chance, moi, d'aller dans ton atelier. Enfin, tu me connais maintenant. Oui. Tu sais que je baratine pas. Moi, je suis un enfant, moi. Tu sais, quand je rentre dans un atelier, peu importe de quoi on parle, j'ai l'impression d'être un gamin de 4 ans et de piquer des pommes de terre dans la casserole de ma grand-mère, tu sais. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, tu sais, t'as des sortes de madeleines. Moi, j'ai grandi dans des ateliers, de toute façon. Ouais. Mes parents, quand ils me cherchaient, j'étais soit chez les grands-parents, soit ils appelaient les artisans du village en disant « Dis donc, tu me renverras mon gamin !» parce que et c'est ça qui fait que je suis absolument passionné de tout ce savoir-faire. La deuxième question, c'était comment on va faire pour ne pas faire tomber dans l'oubli ce savoir-faire. Alors, comment on va faire pour que ça ne devienne pas un métier oublié et qu'on ne se lève pas en matin en disant « il n'y en a plus ». Si tu veux, aujourd'hui, il y a du matériel qui est capable de remplacer l'homme. C'est-à-dire que tu as des tables de coupe automatiques qui vont te couper ton verre. Il suffit de le programmer. Ça va chercher ton plateau de verre tout seul, ça le met sur la table, ça coupe, ça le casse, tu as juste à le prendre, tu mets un mec, n'importe lequel, il prend, il empile, terminé. C'est coupé. Du savoir-faire. Donc du coup, là, pour la coupe, il n'y a pas moyen d'être précis, mais si tu veux un ovale, si tu as la table qui est faite pour, elle te coupe un ovale ou un rond. Il n'y a aucun souci. Hein. Oui, mais voilà. là j'irais jusqu'à dire, je m'excuse, je fais un petit parallèle, parce que du coup, on est rentré directement dans le vif du sujet. Hein. Le thème, c'était les métiers du plus simple au plus original. On est dans l'originalité absolue. Donc, mais là, pour le coup, pour moi, c'est un petit peu comme un ébéniste qui dirait, j'ai une CNC, je rentre un tronc d'arbre, il sort une planche. C'est-à-dire, pour moi, ça ne fait pas partie de l'énorme valeur ajoutée du spécialiste du verre. Et le problème, il est là. Et tant qu'il n'y aura pas de formation, eh ben, c'est cuit. Alors, je te dis, tu as même des machines qui sont capables de te le graver. Mais c'est pas fait à la main. Tu n'as pas la finition manuelle. Quelle serait la valeur ajoutée et les gestes qu'on aurait vraiment besoin de transmettre pour sauver le métier? Par exemple, je te donne un exemple. Y a-t-il quelque chose aujourd'hui qui remplace cette histoire d'argenture et de gravage à la meule? Oui, alors la gravure un peu moins parce qu'il faut des centres numériques bien spécifiques, mais l'argenture, tu as ce qu'on appelle aujourd'hui des trains d'argenture. C'est ce que Saint-Gobain se sert aujourd'hui parce qu'on trouve du miroir. Oui, mais il est plus argenté, comme je t'ai dit, avec le soufflet et puis ta petite solution argentifère. Aujourd'hui, l'argenture, ça t'argente des verres qui font 6 mètres de large. Donc c'est un bain, quoi. Non, c'est des pistolets, c'est des solutions qui sont balancées par des pistolets, donc ils te mettent une couche d'argent, alors que nous, on en mettait 2, voire 3. Et derrière, ils te mettent une couche de cuivre, parce que l'argent, tu sais, ça noircit tout de suite, l'argent. Hein. Si tu as une gourmette, tu la laisses sans la porter pendant un mois, elle est aussi noire que ton t-shirt. Hein. Ça, c'est sûr. D'où les taches dans un miroir. S'il y a une tache dans un miroir, c'est que ton argenture est poreuse, tu as de l'air qui passe, donc ça t'attaque ton argent. C'est pas plus compliqué. J'adore. Donc, pour endiguer ça, ce qu'on faisait, on mettait une couche de cuivre. Parce que le cuivre, derrière, est beaucoup plus solide. Il peut faire un peu de verre de gris, si tu veux, mais il va te protéger ton argent. Et puis après, tu as plusieurs couches de peinture derrière. Donc, ce que tu vois, en fin de compte, c'est une peinture. D'accord. Voilà, ce que tu vois derrière, je t'ai amené au dos du miroir, 2-3 bricoles pour qu'on regarde tout à l'heure. Moi, c'est du verre parce que, alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est du miroir écological, c'est écologique. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé tous les solvants, le plomb qu'il y avait dedans. Enfin, tout ce qui était dangereux n'est plus dans ce miroir-là. D'accord. Voilà. Ils ont réussi finalement à Ils ont réussi. Voilà. Alors moi, je travaille avec une boîte qui s'appelle, on peut dire, quelques marques. Ah bah bien sûr, donc, on n'est pas à la télé. Donc, moi, je travaille avec Glaverbel, en miroir. Je ne travaille pas avec Saint-Gobain. Ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Glaverbel, c'est le meilleur produit européen aujourd'hui. OK. Voilà. Parce que tu trouves des miroirs qui viennent d'Espagne ou de Pologne, où c'est déjà taché sur catalogue. Hein. T'as déjà des taches comme ça. Donc le mec qui vient chez un miroitier de métier, s'il repart avec 2 taches comme ça dans son miroir, je pense qu'il va pas être content. Tu passes pour un con, quoi. Voilà, tu passes pour un con, et puis c'est pas ton boulot de miroitier. Donc déjà, ton boulot, c'est de vendre de la qualité.
Mais comment moi, je pense, la question qui me vient, bon, aujourd'hui, on a des ébénistes d'art. On va d'ailleurs faire bientôt encore des émissions, on aime bien les recevoir, etc. Parce que c'est pareil, ce sont des métiers de savoir-faire. C'est-à-dire que le gars, il est capable de travailler aussi bien avec une CNC 5 axes, parce que maintenant, c'est la mode, hein. Il rentre un tronc d'arbre, il sort un meuble. Mais le gars, si demain, tu lui dis donc là, garçon, je t'amène un Louis-Philippe avec une gomme laque au tampon de 1816 à la colle de lapin, le mec il va te dire pas de problème parce que je sais où trouver de la colle de lapin, je te le refais à neuf. Moi ma question c'est demain tu as le conservateur du musée national de Versailles qui vient te voir en disant dis donc là j'ai un miroir qui appartenait au boudoir de Marie-Antoinette patati, il faut le refaire dans son jus. Est-ce que demain tu es capable de lui dire pas de problème? Ou est-ce que le savoir-faire est perdu? Non, le savoir-faire est perdu. Il faut déjà sur Versailles, tu as 2 sortes de miroirs. Tu as le miroir qui était au mercure, c'est-à-dire qui était très vieux, il n'est pas à l'argent, hein, les miroirs sont au mercure. D'où les petites tailles, parce qu'ils ne pouvaient pas argenter des trucs comme ta table, par exemple. Tu vois, c'était vraiment des petites pièces. Alors, ils les mettaient toujours. Quand tu vois un miroir qui est taillé en 3 ou 4 parties, c'est forcément un vieux miroir au mercure. Et quand tu regardes bien l'argenture, tu vois que ça fait plein de petits points qui brillent. Donc ça, c'est du mercure. Sauf que le mercure, tu sais que c'est dangereux. Voilà. Et après, donc, on a fait des miroirs à l'argent. Alors après, à l'argent, on fait ce qu'on veut, parce qu'on peut faire du grand volume, parce qu'il y a les machines qui sont faites pour ça. Mais à Versailles, tu as aussi des miroirs qui sont argentés au plomb. C'est pour ça que tu as des miroirs qui font plus gris et d'autres qui font plus blanc. Au plomb, ben forcément, le plomb, c'est gris. Tu sais ce que c'est. Je ne vais pas t'apprendre ce que c'est qu'un bout de plomb. Le plomb, c'est gris, donc une argenture au plomb. C'est ce qui faisait à l'époque un miroir gris, plus ou moins gris. Voilà. Alors aujourd'hui, on a du miroir gris tout près, qui est beaucoup plus foncé qu'un miroir au plomb. Alors, tu peux le remplacer comme ça. Mais le problème, il faut que tu remplaces toute la galerie. Parce que si tu en mets un comme ça au milieu, c'est minable, quoi. Voilà. Alors, je crois qu'il doit en rester peut-être un qui est capable, en France, de faire de l'argenture au plomb. Je ne pense pas que tu en aies beaucoup. Hein. Voilà, mais je veux dire, il y a peut-être des cabinets de restauration ou qui ont peut-être des dérogations pour traiter du mercure ou pour traiter quelque chose, parce que si tu veux, il y a plein de métiers où tu es en difficulté. Regarde, par exemple, Notre-Dame, par exemple, t'inquiète, ils les ont tous ressortis, hein. Et ils ont eu tous les droits, hein. Même s'il manque des trucs, il n'y a pas de souci, tu le refais. Mais moi, ça, je le trouve bien. Oui, mais attention, la question qui est très importante, et là, tu as tout résumé. Ils ont tout ressorti à une condition, c'est qu'ils avaient continuer de préserver ses savoir-faire. Bien sûr. Parce que si au moment de les ressortir, il disait bon dis donc Dédé, tire à me rechercher un gars qui fond du plomb, et que là t'as un mec qui se retourne en disant mais le dernier il est mort il y a 150 ans et on n'a pas de tuto, on n'a pas de tuto, le mec il a pas fait de bouquin et on est tous comme des cons. Donc c'est pour ça que je te posais la question, quid du transmission du savoir-faire, parce que je vais te dire une connerie, et avec tout le respect que je te dois, parce que moi je bois tes paroles, et d'ailleurs tout le monde ferme sa gueule autour de la table parce que on se couchera tous moins cons d'ailleurs, hein. Et c'est vrai, c'est très intéressant, mais je me mets à la fois je bois tes paroles et d'un autre côté je suis en panique de me dire en fait, ce mec, il faudrait lui mettre un cadreur et lui dire écoute, on va venir passer un an chez toi et tous les jours, on va filmer une technique qu'on va graver dans le temps, dans l'histoire, et qu'on va inscrire ça au patrimoine mondial de conservation des métiers d'art. J'espère que ça a été fait, parce que ça m'emmerderait même si je te souhaite une longue vie, et tu l'as dit toi-même, tu n'es pas prêt d'arrêter, tu as envie de continuer, mais je trouve ça d'une tristesse absolue de raconter à mes gamins qui vont me demander comment elle fait un miroir, et ben ça me rend triste de dire oh les filles, à l'époque j'ai connu un gars sur Vauche, dis donc il était super, mais maintenant il est parti avec tout ce qu'il savait et puis c'est fin du bal. C'est catastrophique, messieurs, c'est catastrophique. Donc merci de ce partage, on peut t'applaudir, mais alors vraiment, moi les gars, j'en ai pris plein la gueule. C'était fabuleux, hein. Rémi, on va te laisser la parole pour te présenter. Bien sûr, on reviendra un petit peu dans le débat plus tard, mais alors il pourrait donner une conférence, Alain. Ah oui, totalement, oui. Après, c'est vrai que c'est important de mettre en lumière des métiers comme ça qui vont malheureusement se perdre. Alors, est-ce que c'est l'évolution du métier qui veut ça? Est-ce que... Je sais pas. Mais aujourd'hui, toi, ton métier, c'est la maçonnerie. Je veux dire, aujourd'hui, le mec, il a une imprimante numérique, il te fait une maison.
en gros. Voilà. C'est les débuts, c'est les prémices, mais ils vont y arriver. Et là, tu te dis, mais est-ce qu'on a besoin de maçons après ? Et ben, chez moi, c'est pareil. Ouais. Aujourd'hui, c'est pareil. Et on lance ce débat-là, mais on n'est plus au stade artisanal. Parce que d'abord, c'est des investissements énormes. Et voilà. Et le rendu, est-ce que le rendu est bien ou pas bien ? Ça, on le verra dans le temps. Mais aujourd'hui, on est bloqué là-dessus. Rémi Fusaro. Tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui nous écoutent ? Oui. Et puis nous expliquer un petit peu le rôle que tu as. Déjà, qui es-tu perso ? D'où viens-tu ? D'où y es-tu, comme on dit ? Et puis ensuite, qu'est-ce que tu fais dans la vie, à part inspirer toute la jeunesse et leur donner le goût de faire de la maçonnerie ? Alors, j'essaye de les inspirer. Donc, je suis de Roanne, j'ai 44 ans, je suis papa de 4 enfants et je suis formateur en maçonnerie dans un BTP CFA à Roanne. Très bien. Voilà, donc mon boulot, c'est de former des jeunes qui débutent dans la vie active, qui sont salariés. Donc, ils ont une entreprise et voilà, ils passent un diplôme à la fin de leur apprentissage. Donc, c'est en alternance entre des semaines de stage au CFA et puis des semaines de stage en entreprise. Voilà. Donc, tu es prof de maçonnerie. Pour des jeunes qui passent CAP, BP, vous montez jusqu'où ? Alors, au CFA, on commence par le CAP. Ensuite, après l'obtention du CAP, on peut faire un brevet professionnel. C'est l'équivalent d'un bac pro. Après, on peut encore continuer à faire un BTS. Il existe des mentions complémentaires, des titres pro. Brevet de maîtrise, etc. Voilà. Et on peut ensuite monter jusqu'au diplôme d'ingénieur, anciennement le DUT, maintenant c'est le BUT. Il y a tout un panel de métiers qui sont représentés. Avec des passerelles, etc., j'imagine, parce que du coup, c'est plus du tout comme avant. Tu peux démarrer maçon sur les chantiers et finir ingénieur structure. Totalement. Il faut le préciser. Ouais, le point positif, c'est qu'on peut démarrer donc, en bas de l'échelle, on va dire, à la fin du collège 3e. On se forme un CAP, et puis si ça nous plaît, si on est motivé, on peut vraiment gravir les échelons, et puis se spécialiser dans un domaine, et puis avoir un bon niveau, quoi. Est-ce que j'ai vu que sur les réseaux, parce que donc toi tu as une petite chaîne YouTube, Instagram, c'est sur YouTube aussi ou pas ? YouTube également. Alors j'ai commencé. On te retrouve c'est quoi le nom ? Passion maçon Rémi Fusaro. Passion maçon Rémi Fusaro. On affiche 2-3 photos un peu de ton travail. Ouais. Donc je partage sur les réseaux depuis 1 an et demi. J'ai commencé sur TikTok. Bon, ça fait à peu près 10 ans que je mets ça un peu sur d'autres réseaux, mais plus en interne. Voilà, à la base, c'était le partage pour faire un souvenir aux jeunes quand ils étaient en formation chez nous. Comme ça, les parents pouvaient voir, les entreprises aussi. Et puis là, depuis 1 an et demi, j'ai commencé un peu TikTok. Et puis là, cet été, l'été dernier, j'ai commencé les autres réseaux, Instagram, YouTube. Très bien. Ça fonctionne bien. Et tu es connu, reconnu pour être très pédagogique. Et alors, on voit de temps en temps, ça c'est le clin d'œil à Marie-Pierre, on voit de temps en temps que dans tes classes, il y a des nanas, à droite, à gauche. Comment ça se passe ? Comment vous appréhendez ça ? T'as l'impression que toi aussi ça arrive ? Donne-nous un petit peu ton avis là-dessus. Alors, moi, ça fait 20 ans que je suis formateur. Des filles, j'en ai eu, ça va faire 5, voilà, que j'en ai. Et de plus en plus, les métiers du bâtiment, ils s'ouvrent à ces jeunes demoiselles. Je trouve ça très positif. Pour moi, c'est une valeur ajoutée. Puis ça montre que les filles, elles sont capables de faire un métier d'homme, entre guillemets, enfin qui était considéré comme un métier d'homme. Et vu l'évolution des métiers dans le bâtiment, la mécanisation, tout ça, c'est moins compliqué au niveau physique. Et elles se débrouillent très bien. Donc c'est très positif. Moi, quand j'ai une nana dans ma classe, pour le groupe, ça apporte une valeur ajoutée. Et puis ça donne un petit peu un challenge. Une petite cohésion. Voilà. Petite cohésion. Il y a toujours la fierté de chacun qui se dit attends, on va quand même pas se laisser faire. Totalement, ouais. Et puis là, cette année, j'ai une demoiselle qui a fait un concours, donc les meilleurs apprentis de France. Elle est allée jusqu'au national, donc ça montre que il y a aussi un savoir-faire, il y a des compétences, il y a de la minutie. Donc tout ça, c'est des compétences qu'elles arrivent à mettre en avant. Et est-ce que tu accompagnes aussi des gens en reconversion ou pas du tout, du coup ? Alors oui, justement, Monica, elle était en reconversion, elle était en fac de médecine.
Et, ah oui, putain, dis donc, là, c'est le grand écart. Hein. Et fac de médecine, période un peu 2019 Covid, tout ça ou pas? Alors oui, totalement. Ouais, parce qu'il y a un espèce de retour de faire un métier utile qui va servir, qui va... Bon, c'est ça. Médecine aussi, hein, on est d'accord. Non, mais un métier qui a du sens, un métier manuel. Voilà, on a eu beaucoup ce... Et donc, ouais, on a de plus en plus de personnes qui se dirigent vers des métiers des métiers passion, on va dire. Et des fois, on a des virements de situation, des personnes qui ont un bac, qui repartent vers un CAP, qui disent, voilà, je vais apprendre ce métier, peinture, maçonnerie, peu importe, mais un métier, de l'artisanat, un métier manuel. Et ils se reconvertissent, donc c'est super. Hein. Donc nous, on a plusieurs centres de formation, les BTP CFA Aurat, Auvergne-Rhône-Alpes, on en a 11. Donc on forme à tous ces métiers du bâtiment. Donc là, comme disait Anthony, vous formez des jeunes, mais demain, n'importe qui autour de la table dirait, bon, tout ça c'est bien marrant, mais je veux aller faire de la maçonnerie, est-ce que je peux venir te voir dans ta classe et te dire, bon, j'ai 38 ans, apprends-moi à être maçon. Vous le faites ça, ou est-ce qu'il faut passer par un autre organisme? Alors on le fait totalement, ouais. On fait des formations un peu individualisées, à la demande. Et puis on est au service des entreprises, donc des fois on a des formations carrément pour une entreprise. Elle va nous contacter, elle va nous dire, bah voilà, j'aimerais faire une formation lecture de plan, une formation monter des parpaings ou faire des joints de pierre. Ok, pas de problème, on répond à la demande. Et puis pendant une semaine, tous les ouvriers de la boîte, ils vont venir au CFA et puis on va leur faire une partie théorique, une partie pratique. Pour qu'ils aient acquis les compétences. Quoi. Pour qu'ils montent en compétences derrière, au sein de leur entreprise. Donc ça, c'est un service que vous assurez. Ouais, on s'adapte. Ouais. On a la maçonnerie, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme métier classique du bâtiment qui peut être enseigné dans un CFA? Les métiers classiques, ça va être électricien, plombier chauffagiste, plâtrier, peintre. Là, je parlais pour les métiers de Roanne, parce que nous, on est une petite antenne de Saint-Étienne. Puis à Saint-Étienne, on a d'autres métiers. On a les métalliers, on va avoir les menuisiers. Tous les métiers du bois. Voilà, carreleur, le gros œuvre aussi, parce qu'il y a maçon traditionnel, et puis on a le maçon gros œuvre, le bancheur. C'est les voiles en béton armé, c'est les gros immeubles. D'accord. Donc ça rentre pas dans le cadre d'une formation traditionnelle de maçonnerie. Formation traditionnelle de maçonnerie, ça va être du parpaing, de la brique, du ciporex, des choses comme ça, un peu béton cellulaire. Voilà, ça va être de la maçonnerie béton armé. Et puis, donc ça, c'est le CAP maçon. Et après, on a le CAP coffreur bancheur. Vous allez un peu à la taille de pierre, 2-3 bases, etc. ou pas du tout? Alors, ça reste au programme, ça reste dans le référentiel, parce que pour chaque métier, on a un gros cahier, on va dire, où dedans, on a les compétences, les savoirs associés qui sont liés au métier. Et donc, il y a une ligne sur la taille de pierre, sur la pose de pierre. Après, en fonction des régions, on va en parler ou pas. Là, moi, j'en parle un petit peu, mais bon, on va dire sur 2 ans de formation, on a beaucoup de compétences. Donc, il y a des années, je vais en parler en fonction de la réceptivité des sections. Et puis d'autres années, je ne vais pas en parler parce qu'on aura fait autre chose. Voilà. Et il faut du changement aussi. Ah bah bien sûr, voilà. Bien sûr. Et puis après, la personne qui se découvre une sensibilité à la taille de pierre, à ce moment-là, c'est peut-être le moment après son CAP de maçonnerie traditionnelle de partir faire un CAP tailleur de pierre ou quoi que ce soit chez les compagnons ou autre. On a été voir un tailleur de pierre il y a une dizaine de jours, donc c'était très passionnant. Ouais. C'était passionnant. Bon, le gars, il en est à 6 ou 7 ans de Tour de France. Mais je sais même pas d'ailleurs s'il a même pas commencé par un CAP de maçon. T'as qu'à voir. Et puis après, il s'est rendu compte que ce qui l'intéressait, c'était le caillou et il est parti là-dedans. Parce que maintenant, c'est vrai que la maçonnerie, il y a ça, mais il y a aussi les techniques de ciment. Aujourd'hui, on voit le trompe-l'œil. J'ai été dans un CFA, enfin dans un centre de formation où je suis arrivé, il y avait un escalier en pierre magnifique avec une rambarde, magnifique avec des pierres, de la brique. J'ai dit, oh là là, la taille de pierre. Les gars m'ont regardé, m'ont dit, quelle taille de pierre? J'ai dit, bah c'est quoi? Ils m'ont dit, mais c'est tout du ciment, c'est de la maçonnerie. J'ai dit, mais c'est pas possible. Des imitations de colombage. Ils m'ont dit, mais tiens, c'est tout en maçonnerie. Alors ça, c'est des nouveaux métiers aussi, parce que moi, je suis pas sûr que si je vais voir le maçon de mon village qui est habitué à faire de la ville à neuve, il sait faire ça. Après, voilà, c'est des spécificités, c'est de la décoration. Et puis, les liants, il en existe tout un tas de sortes. On a du ciment, on a de la chaux. Après, on peut ajouter des produits à l'intérieur, des colorants. Après, avec la main de l'homme, on va
les appliquer, on va les sculpter et ça va donner cet effet. Après, il faut beaucoup de goût. Il faut quelque chose quand même qui soit cohérent pour avoir une façade qui soit jolie. Voilà, c'est très créatif. Rien n'est impossible. Ça fait partie des choses aussi que vous traitez un petit peu, la façade, la décoration de façade, ce genre de choses. Oui. C'est un métier, je veux dire, c'est une option façadier ou alors c'est un CAP façadier ou alors ça fait partie du CAP du maçon traditionnel ou du BP ou je ne sais pas. Alors, la façade, c'est devenu un métier à part entière. Voilà, il y a des entreprises de façade, mais à la base, le maçon, lui, il fait de la maçonnerie, il coule du béton, il fait de la ferraille, il fait de la façade, il fait tout ça. Après, ça va être divisé en d'autres métiers. Voilà, il y a des entreprises qui vont se spécialiser en canalisation. Mais le maçon, il arrive à faire de la pose de regard et de tuyaux. Quoi. D'accord. Ouais, il va aussi peut-être coffrer un escalier. Totalement. Oui, faire une voûte sarrasine. C'est ça. En fait, un peu de ça. Alors, on en a eu fait. Maintenant, faut pas nous brancher, parce qu'on va venir vous donner des idées un peu. Ah là là. Oui, après, tout est possible de faire. Non, parce que monter du parpaing, bon... Je le branche exprès. Après, il y a du parpaing, tu disais que tu faisais plein d'autres choses. Il y a aussi de nouvelles techniques. Il y a les blocs chaux-chambre, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a d'autres choses qui arrivent aussi sur le marché. Est-ce que c'est des choses que vous intégrez au cursus? Oui, alors parler des nouveaux matériaux, un peu dans tout ce qui est éco-construction, on en parle. Et puis après, il y a la maçonnerie à joint épais. Voilà, traditionnel. Puis après, il y a la maçonnerie à joint collé, tout ce qui est fin, quoi. La brique, des choses comme ça, voilà, quoi. La brique, les aglos où dedans il y a de la pouzzolane ou chaux-chanvre. Mais comme disait Anto, vous voyez le métier évoluer. Je veux dire, il n'y a pas de... Non, c'est péché, ça on n'y touche même pas avec un bâton. Chez nous, c'est du parpaing et terminé, quoi. Non, il faut justement se renseigner sur les nouvelles techniques. Les normes, elles évoluent, ça change tout le temps. Et puis, je trouve ça fabuleux d'avoir des nouveaux matériaux, de pouvoir montrer aux jeunes, tiens, il y a ce nouveau truc, là, on va le mettre en place, regarde, c'est comme ci, comme ça. Et puis ça va dans les deux sens, parce que des fois, c'est moi qui vais montrer aux jeunes, et des fois, c'est les jeunes qui peuvent montrer, ou les entreprises. J'ai une entreprise, elle m'a montré une fois une poutrelle qui était en acier avec des cornières, et dedans, il y avait de la mousse PU. Je dis, putain, c'est cool, donc super léger, quoi. Au lieu d'avoir un truc qui fait 100 kilos, elle faisait à peine 30 kilos, quoi, sur 6 mètres. Quoi. Ah bah ouais. Bah là, j'imagine que vous devez avoir aussi, vous avez intérêt à avoir des bons services de veille, parce que là, le métier, c'est vrai que rien que quand on fait les salons, à tous les stands, on se dit, mais tiens, qu'est-ce qu'ils nous ont encore pondu ce truc? Ah, bah alors tiens, ça c'est nouveau. Donc oui, c'est vrai que vous avez un métier passionnant. On a besoin de s'intéresser aussi à Jean-Pierre et à son métier de cordiste. Jean-Pierre, CV, nom, prénom, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, Jean-Pierre Descours, je suis beaucoup plus jeune qu'Alain puisque j'ai 54 ans. Voilà. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Donc moi, j'ai eu un cursus professionnel forcément différent. J'ai commencé, j'étais tauronneur, puis câbleur. Donc tauronneur, c'est les petits taurons qu'on trouve dans les câbles électriques. D'accord. Voilà, donc après, il y a un métier qui s'appelle tauronneur. Qui s'appelle tauronneur. On fait des taurons. Et après, avec ces taureaux, on fait aussi des câbles par la suite. D'accord. Voilà, donc j'ai fait ces deux professions. Je suis parti à l'armée et en revenant, j'ai passé mes permis à l'armée. J'ai passé tous mes permis à l'armée. J'ai roulé beaucoup. Du coup, j'ai arrêté ce boulot de câbleur, tauronneur et j'ai fait du transport. J'ai fait du transport pendant 5-6 ans. Et puis après, le chômage m'a rattrapé, la boîte a périclité. Donc voilà. Il fallait faire quelque chose. Et puis j'avais un collègue qui, lui, montait des parcs accrobranches. C'était à son compte. Donc on avait fait... en étant un plus jeune, on avait fait pas mal d'escalade ensemble. Donc, tout naturellement, je lui ai dit, écoute, apprends-moi un petit peu, est-ce que c'est jouable? Il me dit, il n'y a pas de problème. Et du coup, il me dit, comme il était déjà dans la branche, il me dit, sans jeu de mots, c'est vrai. Pas mal relevé. Pas mal. Il me dit, mais il existe une formation, donc cette fameuse formation à Die, donc au Greta de Die. Du coup, comme j'étais en insertion professionnelle, j'ai donc chômage, donc j'ai profité de cette période de chômage pour avoir une formation financée, voilà. Et donc cette formation a duré 8 mois, je crois. Donc c'était une formation qui
permettait donc de se déplacer sur corde. Donc ça c'est la base, donc dans toutes les positions possibles et inimaginables. Et puis de prendre, de se rendre compte un petit peu de tout ce qu'on peut faire sur corde. Donc on faisait de la maçonnerie, on peut très bien faire sur une église, refaire des joints, des choses comme ça, purger le morceau de façade, enfin bon, tout un tas de choses qu'on peut faire pas forcément très haut. Mais dans des situations difficiles d'accès autrement que sur corde. Voilà, difficile d'accès, donc ça peut être je sais pas, sur un pont, une canalisation de gaz sur un pont, donc c'est pas forcément très haut, mais dessous il y a la flotte, donc c'est difficile d'y accéder. Enfin voilà. Donc tout ça c'est vu en formation. Et puis après j'ai fait, pour apprendre le boulot, j'ai fait 15 ans d'intérim. Alors on va me dire, 15 ans d'intérim pour apprendre le boulot, c'est un peu long, mais bon, ça me permettait, moi j'aime bien être indépendant, d'où ma profession d'artisan, quoi. Et donc de faire le boulot que j'avais envie, de choisir un petit peu, et surtout le fait d'être intérim, alors ça je le conseillerais aux jeunes qui nous écoutent, pour qui le boulot les intéresse, il n'y a pas une façon de travailler, enfin dans ma profession en tout cas, il n'y a pas une façon de travailler, il y a des façons de travailler, et justement de faire de l'intérim, d'aller voir d'un patron à un autre, tout le monde n'appréhende pas le travail de la même façon, et ça c'est super intéressant. Et au bout avec toutes ces années, on a une vision globale du métier d'apprendre. Tour de France à la carte. Mais c'est ce que j'étais en train de penser, parce que j'allais dire, autant sur certains métiers, et encore une fois c'est pas péjoratif parce que je suis assez d'accord avec toi sur l'intérim, mais autant sur certains métiers on peut dire bon, l'intérim c'est une voie de transition, c'est un truc, autant sur quelque chose de très spécifique comme cordiste, où en plus comme tu dis t'as pas vraiment un mentor qui t'emmène pendant 20 ans, je veux dire t'as pas 3 ans de CAP, etc. Là, pour le coup, c'est un vrai avantage parce que autant d'entreprises que tu fais, c'est autant de façons de bosser différentes. Parce que moi, ce qui m'a toujours interpellé dans le métier de cordiste, pour lequel j'ai beaucoup de respect, c'est que j'ai l'impression que c'est 2 métiers en un. D'abord, il faut connaître le métier de cordiste. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aimer la grimpette, mais il faut savoir ce que c'est qu'un harnais, qu'une poulie, comment on se met en sécurité, comment on accroche une corde. Et déjà, ça, c'est déjà un métier. Hein. Oui. Je veux dire, c'est pas Jeannette, tu sais. Voilà, tu sais. Tu sais, quand tu dis à l'apprenti, t'as bien accroché l'échelle sur le toit? Oui, normalement. Non, c'est oui ou non. C'est pas normalement. Si au premier coup de frein, l'échelle, elle dégage dans le pare-brise de celui qui attend au feu rouge, ça va merder. Donc ça, c'est déjà un métier à part entière. Mais c'est juste un métier qui te permet de te retrouver quelque part en haut sur une corde. Une fois que tu es quelque part en haut sur une corde, tu donnais l'exemple de la canalisation de gaz. Mais ça, c'est un autre métier. Oui. C'est un autre métier. Demain, si je te dis, tiens, va refaire des joints de briques sous une horloge d'église, bon, toi, tu vas avoir le savoir-faire pour te monter à 20 mètres de haut en sécurité. Une fois que tu es là-haut, comment ça marche? Eh ben, c'est justement le fait comme je vous dis, de faire ce tour de France, de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire en hauteur, d'appréhender ces techniques d'être en hauteur. Après, effectivement, il faut être forcément bricoleur. Alors, c'est jamais des choses bien difficiles. Par contre, il faut avoir touché à tout, quoi. Parce que oui, il faut un peu d'expérience quand même. Il faut faire, oui, forcément. Mais bon, à la base, il faut quand même être bricoleur, pas avoir 10 pouces, et ça se passe bien. Mais c'est jamais bien difficile. C'est toujours des chantiers, pour que la profession elle vaille le coup, pour ceux qui nous emploient, c'est toujours des choses de courte durée. Voilà, donc c'est des petites choses, et c'est des petites choses qui, en général, faciles à faire, quoi. Voilà. Mais comment ça se passe? Ce que je veux dire, vous êtes briefé, parce que est-ce qu'il existe peut-être des cordistes généralistes, entre parenthèses, un petit peu ce que tu nous racontes, mais est-ce qu'il existe par exemple des cordistes ultra spécialistes? Exemple, moi j'ai un de mes amis qui est paysagiste, et de temps en temps il montre élaguer un arbre, et donc des fois je dis oh là là, t'es élagueur, il me dit oh là là, surtout pas, il me dit élagueur c'est un métier, parce que monter un arbre tout le monde sait faire, mais par contre pas te mettre un coup de tronçonneuse, pas te prendre la branche d'au-dessus sur la gueule, pas la faire tomber sur la maison, ça c'est un autre métier. Donc élagueur c'est un métier
à part entière. Donc, avant de grimper à un arbre ou avant de grimper à un clocher, où on a vu sur les photos, parce qu'il faut qu'on commente un petit peu, on vient de voir, il y avait des photos assez dingues. Vous irez voir en vidéo ceux qui nous écoutent en podcast, ou alors on mettra bien sûr les coordonnées de ton site internet et tout, si t'en as un. Quand on te dit, j'en sais rien, moi, t'as la ville de Saint-Étienne qui t'appelle, qui te dit, dis donc, on a un projecteur de stade de foot à 58 mètres de haut, faut que tu montes changer une ampoule. Toi, tu te lèves pas le matin en disant, allez, j'y vais. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un en bas qui te dise, alors, quand tu seras en haut, le projecteur, il a 7 gueules. Il y a le fil bleu, il y a le fil rouge. Le fil bleu, tu ne le touches pas. Hein. J'imagine qu'il y a des micro-formations comme ça. Alors, quand il y a des choses un peu spécifiques, c'est souvent de la sous-traitance. Donc, on est briefé par l'entreprise qui nous emploie, quoi, tout simplement. Ouais. Voilà. Après, comme je vous dis, c'est jamais bien difficile, quoi. Le truc difficile, c'est d'appréhender cette hauteur et d'être bien en l'air de façon... Pas ultra pas difficile, mais j'ai l'impression que c'est ultra spécifique. Parce que là, on a eu des photos aussi, tu montes avec un marteau-piqueur. Ton marteau-piqueur, il faut peut-être pas qu'il finisse 20 mètres en bas, donc il faut que tu puisses l'accrocher. Tes outils aussi. Enfin, c'est plus... tu vas jouer de ton agilité, entre guillemets, pour arriver à faire quelque chose de basique, mais dans des conditions complètement... ce qu'il faut quand tu fais ce type de boulot, c'est que t'es en hauteur, t'es tout seul. Il faut réfléchir en amont pour pouvoir bien bosser, ne rien oublier. Rien que ça, déjà, c'est vachement important. Une petite répétition, genre je vais monter, je vais devoir faire ça, il me faut ça, donc si... Voilà, il faut rien oublier parce que monter et descendre, des fois, tu peux partir du bas pour monter et arriver à ton point de travail. En général, on part du haut pour installer une corde, donc on part du haut, donc c'est plus facile de partir du haut, enfin moins physique de partir du haut que s'il faut que tu partes du bas et que tu montes jusqu'en haut. Là, tu réfléchis à ce que tu dois faire. Il n'empêche que quand tu pars du haut, des fois, tu as des configurations qui sont assez difficiles pour pouvoir basculer et te mettre à ton point de travail. Donc, du coup, il faut toujours bien penser à rien oublier et surtout bien penser à ta sécurité, quoi. Se dire que, effectivement, là, je vais passer un rebord, je passe sur une IPN, l'IPN, elle peut être coupante, et je vais bosser dessus, il va y avoir des oscillations de corde, elle risque de... Voilà, donc il faut faire très attention, toujours bien réfléchir, donc bien sûr à la sécurité de ta personne, de ceux qui peuvent être en dessous. Ça, c'est super, c'est la base. Et puis après, si tu veux bien bosser, ne rien oublier, bien réfléchir à ta façon de faire. Après, moi, c'est souvent que j'arrive sur un chantier. Je bosse en général sur devis, mais parfois, non. Les gens me connaissent maintenant, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier, donc ils me connaissent, donc ils me font confiance aussi. Et donc, j'arrive sur un site et je ne sais pas forcément ce que je vais trouver. Et donc, j'y ai pas réfléchi forcément avant. Donc, il n'y a rien de figé, quoi, si vous voulez. Je vais dire, je vais faire ça. Et puis, en cours de route, justement, par le fait d'avoir appréhendé le travail avec l'expérience qui parle. Oui, parce que là, on voit des photos de châteaux d'eau, etc. Est-ce que, c'est ce que j'allais te dire, est-ce que c'est un métier qui nécessite une préparation extrême, un petit peu comme un pilote qui dit, faut que j'aille de là à là, mais alors attention, là, il y a les antennes que je risque de me manger si je suis pas assez haut. Est-ce que vous avez une vraie préparation ou est-ce que tu découvres les 3/4 du temps un petit peu quand tu arrives sur site en disant, oula, merde, comment je vais faire là? Est-ce qu'il y a des situations où vraiment tu te dis, là, je vais pas pouvoir accrocher... Est-ce qu'il y a des fois, on peut pas monter, quoi, ou alors tu es en bas, tu te dis, comment je vais bien pouvoir grimper là-haut? Oui, il y a des situations où on se creuse un peu la tête. Alors après, est-ce que tu rentres dans le cadre de la prestation, est-ce que dans le prix, quoi, on va dire, parce que tu peux toujours tout faire, sauf qu'à un moment donné, si c'est le prix qui va faire la chose, quoi. Oui. Si t'en as si c'est une petite intervention de rien du tout et que tu mets 3 jours à te mettre en place, c'est pas rentable. Après, toutes les situations ont eu une solution, quoi. Quel est, dans tout ce que tu as fait toute ta carrière, le truc que tu as adoré faire où tu t'es dit, à un moment, tu étais en haut et tu t'es dit, waouh, putain, quand même, c'est la classe, ce métier, la vache! Genre, tu t'es pris pour, tu sais, le lion qui
pisse sur la jungle, quoi. Tu vois, où tu t'es dit, les mecs, le truc que tu pourrais faire tous les jours, quoi. Tu vois. Tu te dis, j'y suis. La petite demi-molle, quoi. Tu vois. J'ai pas vraiment de chantiers qui m'ont vraiment, qui étaient vraiment au-dessus du lot au niveau extase. Par contre, j'ai plein de chantiers où je me suis senti super bien. Quand tu es en pleine nature, où tu es sur un pont, il y avait une photo là où tu es sur un pont. Pour ce pont-là, c'était avant la mise en œuvre de l'autoroute A89. D'accord. Donc personne ne l'avait pris et personne ne l'avait encore prise. On était encore enfin ils étaient plus ou moins, on va dire, en réglage. Et c'est une expertise de la maçonnerie, du génie civil, des piles, quoi. Et là on est en pleine nature, on a 140 mètres de haut. Dessous, il y a un cours d'eau. On sent un peu le maître du monde, les maîtres du monde. Là. En plus, tout le monde attend ce que vous allez découvrir. Donc, c'est tes yeux, en fait, qui vont permettre de faire le truc, quoi. Tu découvres. Là, c'est vrai que c'est très sympa. C'est très sympa quand vous avez une belle météo aussi, parce que bon, c'est des métiers qui sont soumis à... Il peut faire très froid, il peut faire très chaud. Quand t'es pendu sous un pont à 140 mètres de haut au milieu de la nature, tu dois quand même te taper. À un moment, je pense que tu t'arrêtes, tu regardes autour de toi et tu dis putain la vache. Ça peut être vachement jouissif. Et puis dans le sens où, alors c'est pas le boulot par lui-même qui était sympathique, mais c'était vraiment le cadre. Le cadre et puis l'acrobatie, parce que vous êtes en haut. Puis, je ne sais pas s'il y avait une photo, mais par exemple, à cet endroit-là, il y avait... c'était le pont de Tulle, pour ne pas le citer. Vous avez 2 voiles doubles. Et vous passez d'une pile à l'autre. Et donc, entre les 2 voiles, il y a à peu près 7-8 mètres. Donc, vous êtes à 140 mètres et vous basculez comme ça d'un pont. Non, attends, quand tu dis je bascule, pour que les gens se rendent bien compte, parce que là, les gars qui nous écoutent en podcast, il y a tellement de suspense, ils sont garés sur le côté, tu sais, ils écoutent. Ils sont en mode Spider-Man. Quand tu dis je bascule, c'est-à-dire que tu fais Tarzan, tu te mets sur une... Alors, en amont, si vous voulez, il y a un travail de préparation, forcément, parce que, bon, pas Spider-Man, on est bien meilleur. Mais... Le mec qui regarde le film de Spider-Man, il dit non, là, ça, c'est de la merde. Non, il a mal fait, ça. Non, ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Et donc, on met forcément des cordes en place. Quand on est sur un pont, on ne peut pas partir du haut. C'est trop compliqué parce que le parapet est trop loin des piles. Donc, du coup, il faut partir du bas. Donc, quand vous êtes parti pour des hauteurs comme ça, vous partez pour la journée, quoi. Donc, voilà. Et donc, vous montez. Et donc, vous faites ce travail d'auscultation, puisque c'était le but de la manœuvre. Puis, une fois arrivé en haut, donc vous avez... mais tu as une échelle où tu te mets des... Tu perces et comment tu montes? Alors, c'est dans les ponts, comme ça, il y a des trous de banche. Et donc, on passe sous la chaussée, sous le tablier, on passe, et il y a il y a comme un petit tunnel, quoi. C'est un tunnel carrément qui fait la largeur de... C'est toi avec ton échelle de 140 mètres. Non, mais moi, je suis bête et discipliné. Je me disais, mais comment il monte, le gars parce que moi, quand je suis au pied d'une pile lors d'une randonnée, je regarde, il n'y a pas d'échelle. Hein. Mais c'est des trucs aussi, tu accèdes à des endroits que personne d'autre Il faudrait qu'on vienne te suivre, un de ces quatre. Faut qu'on fasse un reportage dans les trucs où t'as pas accès. Donc tu rentres dans le tablier et à un moment tu te retrouves là-dedans, quoi. Voilà, tu rentres dans le tablier, tu as les trous de banche qui sont ceux qui sont dans les voussoirs. Les voussoirs, c'est la partie sous le tablier, ou qui sont pas bouchés. En général, les piles sont bouchées, mais les voussoirs sont pas bouchés. On met les cordes au préalable, et puis quand on part du bas, on récupère toutes les cordes. Donc d'une pile à droite et une pile à gauche, on récupère tout, on se les fout au baudrier, juste passer dans le mousqueton, juste comme ça pour qu'elles nous suivent, quoi. Et puis arrivé en haut, après on bascule sur les autres cordes. Il y a quand même le truc de dire je m'enlève d'une corde, je me mets sur l'autre, faut que tu sois sûr de ton nœud, quoi. Parce qu'à un moment, tu te défais celle de la première avec laquelle t'es monté, quoi. T'as bien accroché, Gun? Normalement. Non, faut être sûr que t'accordes. Mais là, c'est de la via ferrata, là. Moi, je connais bien ce pont, parce que je le prends tous les 2 mois. Donc, je le connais bien, juste avant Tulle. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que t'as déjà eu peur? Parce que moi, qui ai un trouillard devant l'éternel, notamment au vertige, tu vois, alors moi, on me dit que quand t'es en l'air retenu par rien, tu n'as pas de vertige. Et ce qui est vrai, parce que quand je suis dans un avion, je n'ai pas le vertige.
Tu vois? Et je suis à 10 000 mètres. Normalement, on dit que le vertige ouais, s'annule quand tu n'es plus en contact avec le sol. Voilà. Moi, je suis sur un escabeau, je tremble. Tu vois? Pourtant, je suis pas haut. Mais en montgolfière, ça va. Voilà. Et je suis à 10 000 mètres en avion, j'ai pas peur. Au contraire, je prends le hublot, histoire de voir si on se casse pas la gueule. Alors, Pas pour contrôler le verre du hublot, non. Et en plus, il dit le verre, c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde, c'est un truc chinois, ça. Je sais même pas s'il n'est pas en plastique, le hublot. Ah, peut-être, il me semble. Bon, donc du coup, la question est, dans toutes tes aventures, est-ce que des fois, tu t'as déjà eu la trouille et que tu t'es déjà dit, merde, qu'est-ce que je branle là? Est-ce que je fais pas une connerie? On va dire tout au début, parce qu'il faut faire confiance au matériel, il faut à la corde, au mousqueton. Est-ce qu'on peut se prendre à cette cheminée? Voilà, donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose un petit peu au début. Après, donc forcément, c'est humain, et puis de toute façon, il faut qu'il y ait cette peur pour que ça nous garde en vie aussi. Le fait maintenant d'avoir peur, c'est plus quand la corde, elle vient à glisser. Alors, pour une raison ou pour une autre, on a mal anticipé, ou alors tout simplement on s'est décalé et puis une fois qu'on descend un petit peu plus bas, la corde elle se remet en place. Donc là, les moins de centimètres, tout de suite ça fait un haut le cœur. Oui, parce que c'est un angle, donc tu prends 10 cm en haut, en bas tu prends 3 mètres. Quoi. Ouais, non, peut-être pas. Non, peut-être pas, mais c'est pas le pendule que je veux dire. C'est vraiment le glissement, donc c'est le truc vertical. Ouais. Voilà. Parce que les pendules, ça, on est habitué. Ouais. C'est la turbulence, quoi. C'est ça, c'est complètement ça. Mais sinon, non, il n'y a plus vraiment de peur, quoi. Et quand tu es en haut, là, sur un grand coup de vent, comment ça se passe? Parce que tu peux monter alors qu'il fait très beau, et une fois que tu es en haut, il y a du vent, par exemple. S'il y a du vent, vraiment que ça te fait bouger, c'est que vraiment le vent, déjà, il est fort. Normalement, c'est 60 km/h. 60 km/h, on s'en rend compte. Je m'en suis rendu compte sur une centrale nucléaire, sur le dôme, là. Donc là, on est très regardé par rapport aux anémomètres, là. Donc la salle des commandes vous dit non, vous ne pouvez plus y aller, ou faut revenir parce qu'il y a trop de vent. Donc quand les centrales nucléaires, il y en a beaucoup en Normandie, elles sont au bord de mer, donc il y a toujours un petit peu du vent. En fait, les 60 km/h, ils correspondent au moment où si quand vous êtes dessus, là, vous voulez avancer et puis que ça vous Donc là, de toute façon, si vous êtes sur corde à ce moment-là, si vous avez quelque chose de précis à faire, vous ne pouvez pas le faire. Donc après, tu descends, quoi. Et là, la question qui se pose quand tu grimpes ou quoi que ce soit, parce que bon, toi, tu es artisan, mais c'est difficile, j'imagine, d'être seul dans cette tâche. Tu peux pas être seul, parce que il y a peut-être ne serait-ce que quelqu'un qui, j'en sais rien, je te pose la question, mais qui veille au grain, qui est sûr, ou qui est en bas ou quoi que ce soit, en disant bon, je sais pas, peut-être avec un talkie-walkie, parce que bon, là, tu grimpes, mais t'as une corde d'accrocher quelque part. Tout d'un coup, il y a un touriste qui passe, qui dit tiens, comment ça se passe? Tu gueules? Non, défaites pas le nœud là-haut. Comment ça se passe? Parce que j'imagine que t'as peut-être quelqu'un comme un élagueur, quand le mec il est en haut, t'as toujours un peu en bas avec un talkie-walkie, qui arrête la bagnole, qui dit non, touchez pas ça, ou qui dit bon, t'es sûr que ça va, ou... Tous les points d'amarrage sont un peu inaccessibles, donc là, on n'a pas vraiment de problème. Que quelqu'un ne peut pas toucher vos amarrages, donc ça, il n'y a pas vraiment de problème. Après, être tout seul, c'est le propre de l'artisan, de toute façon. Après, il faut penser les choses. Si vous avez besoin de quelqu'un, si vous avez des sauts de mortier à monter, il faut quelqu'un au sol, quoi. Il faut un servant, il faut quelqu'un qui vous approvisionne, qui fasse le mortier, qui vous approvisionne. Ça, faut y penser avant, quoi, forcément. Mais sinon, la plupart des interventions se passent seul. Ça se passe très bien. Moi, j'aurais trop peur. Mais non, mais je me dis, je sais pas, il y a une merde et t'es comme dans les films, t'es pendu par un pied, quoi. Il a son téléphone, quand même. T'as mis 1h30 à t'équiper, tu pars pour la journée, t'arrives sous le pont, tu te prends une envie de pisser ou de chier, là. Comment ça marche? Tu baisses le bénard au milieu du harnais et c'est parti pour 140 mètres? Ça m'est jamais arrivé. J'ai pas la prostate encore, mais... Non, mais enfin, je veux dire, c'est une question qui se pose vraiment, quoi. Je pense que t'anticipes aussi. Oui, il faut anticiper, puis il faut faire abstraction de tout ça, malheureusement, et puis se dire, je me retiens. Je me retiens. Je rebondis avec la question de Laurent. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire tomber un outil? Ça m'est arrivé il y a pas un mois et demi, 2 mois. C'était la première fois de ma vie que un perfo. Boum. Wow. Ça doit marcher moins bien. Ouais. Ça marche moins bien. C'était la
j'ai voulu aller vite et l'erreur de débutant. Ah ouais. En 27 ans, c'est la première fois que je tombe quelque chose comme ça. Nous, on a la chance, alors Anto pourrait nous le dire, puisque c'est vraiment lui l'expert, mais de partout, les fabricants proposent des espèces de sangles élastiques avec un mousqueton de chaque côté pour sécuriser le matériel. Et bien sûr soulager, mais faire en sorte, comme on aurait pu en parler tout à l'heure avec notre ami couvreur, maintenant, même les marteaux, tu as un truc, tu peux l'accrocher, tu peux... Moi, en général, dans le boulot, on a beaucoup de sangles avec lesquelles on s'accroche. Et en général, ce type d'outil, on l'accroche avec une sangle. Plus, moi, je les prends toujours avec des poignets. Donc, du coup, on l'accroche facilement, quoi. Et là, je suis monté... c'était un tout petit truc que j'avais à faire. Mettre une petite plaque pour boucher, une vieille ouverture sur laquelle les pigeons se mettaient. Donc c'était tout bête à faire, j'en avais pour 10 minutes et je suis monté, donc j'avais fait mes amarrages, donc je suis parti du bois et dans le seau, j'ai mis mon perfo. Et je l'ai mis dans le seau, et je ne l'ai pas attaché. Le seau, il était à ma taille, mais le perfo n'était pas attaché. Et quand je suis arrivé en haut, j'ai commencé à percer mon premier trou pour mettre le truc en place. Et j'ai dit merde, j'ai pas ma sangle. Je ne peux pas accrocher mon perfo. Et je le fous dans le seau. Et en même temps, je tenais la plaque. Et le seau, le perfo n'est pas rentré dans le seau comme il faut. Et il a basculé. C'est inversé. Voilà. Et ça, c'était une erreur de débutant complète. Voilà. Il aurait fallu mettre la sangle avant. Donc là, plus de peur que de mal, quoi. Pas de dégâts, pas de bobo. Bon, le perfo a peut-être reçu, mais enfin bon. Oui, c'était une cour intérieure, donc il y avait pas quelqu'un en train de pisser en dessous ou quoi que ce soit, quoi. Mais oui, ça aurait pu. Oui, ça aurait pu. Là, j'imagine que les assureurs, ça doit être coton aussi. Quand tu vas voir un assureur, tu lui dis donc, je vais bosser sous le pont de Tulle à 140 mètres. Comment ça se passe là? T'arrives à trouver quand même des gens qui disent mais... Non, c'est plus par rapport au métier qu'on fait. Par exemple, pour faire l'étanchéité, vous allez utiliser de la flamme pour faire de la soudure, comme la dame tout à l'heure. C'est pareil, il y a de la flamme. Vous touchez tout un corps de métier et ça, les assureurs, ils n'aiment pas. Voilà. Puis j'imagine que tu dois montrer patte blanche absolument, parce que tout à l'heure, tu parlais que tu travaillais sur des dômes de centrale. Là, je t'explique pas le casting, je pense qu'ils viennent pas te chercher en disant Tidon, Dédé, t'as 2 heures. Là, le casier, il est vierge. Là, le casier, ils ont tout vérifié, j'imagine. Là, j'étais pas à mon compte. Tu fais pas des stories sur le réacteur pendant que t'es en train. Hé les mecs, regardez où je suis. T'es juste avant de continuer à ce que je vous pose 2-3 questions. C'est une émission passionnante. On a toujours une petite rubrique, alors que d'habitude on passe 1 heure avant, mais on s'en fout, on était dans le feu, c'était très bien. On est rentré directement. C'est une superbe émission. On a toujours une petite rubrique qu'on lance qui s'appelle le Vox Populi, c'est ce que je vous dis. Donc c'est nos petits reporters qui partent à la rencontre de monsieur, madame, tout le monde pour leur poser des questions. Donc on y va, on lance le Vox Populi. S'il vous plaît. Salut, c'est Jade pour Bichon TV. La question du jour, si vous deviez choisir un métier du bâtiment, lequel choisiriez-vous? Allez, c'est parti. Je sais pas, maçon peut-être. Pourquoi maçon? Quelque chose de plutôt physique. Le TP, je viens du TP. Vous venez du TP? Oui. Je vais dire maçon, parce que mon père était maçon. C'est quelque chose que j'apprécie, ça me dérange pas de faire de la maçonnerie, donc voilà. Ouais. Ok. Aucune idée. Étant une femme, c'est tous les bâtiments physiques, il me semble, donc je serais du mal. Il y a beaucoup de femmes, de plus en plus, dans les métiers du bâtiment. Alors peut-être style déco. Ok. Je suis maçon déjà, donc... voilà, génial. Bon, après, j'ai fait des études de paysagiste, moi, à la base, et puis voilà, c'est une autre diversité, quoi. Ok, d'accord. Dans la maçonnerie, je pense. Ok, pourquoi? Parce que c'est un métier, j'ai beaucoup d'amis qui sont dedans, et j'ai toujours admiré ce métier, c'est un beau métier, et... Voilà. Je me rends compte qu'autour de chez nous, tout le monde veut être maçon, mais quand j'en appelle un, il faut que j'attende 1 an et demi. Alors, la question se pose vers Rémi. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pipoté les sondages ou... Comment ça s'est passé? Tout le monde veut faire maçon, c'est bien ça? Ouais, c'est super. Après, pourquoi il faut attendre 1 an et demi? Je pense qu'ils sont surbookés parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Je pense qu'il faut former et puis il faut retransmettre les savoirs. Voilà. Comment
ça se passe justement, vous, dans vos écoles? Est-ce que vous avez assez de monde dans vos classes? Est-ce que tu as l'impression que c'est un métier où il y a toujours autant de demandes? Des fois, on discute avec certains directeurs d'établissement en leur disant, dis donc, ils nous disent, ouh là là, là c'est malheureux. Par exemple, je me rappelle un coup d'une discussion, je sais plus, je crois que je sais même pas d'ailleurs, c'était pas en Vendée, où il y en a un qui nous avait dit, putain, on va être obligé d'arrêter telle ou telle classe, on n'a plus de monde, ou il y a ci, il y a ça. Est-ce que vous êtes confronté à ce genre de soucis, ou est-ce que vous arrivez encore à remplir vos écoles? Alors, on est confronté, oui et non. On a des jeunes qui vont venir, voilà, parce qu'ils ont toujours eu envie de faire ça. Et puis après, il y en a, ils savent pas trop au collège. Donc après, c'est le rôle des personnes qui vont orienter, voilà, en général, voilà, vers la seconde ou soit sinon vers un métier manuel, voilà. Mais donc, enfin, nous, on se bat, on essaye d'aller dans les collèges. Il y a des conseillers formation qui se déplacent, qui vont dans les collèges et puis qui montrent ce qu'on fait, qui montrent qu'il existe des métiers manuels. Et puis, il y a des jeunes qui vont être réceptifs, d'autres un peu moins. Puis après, c'est aussi de la responsabilité des parents, j'ai envie de dire, de ces jeunes, de leur dire de changer cette mentalité de penser que, voilà, comme il y a 20 ou 30 ans, voilà, quand nous, on a fait notre apprentissage, de se dire, voilà, c'est une voie de garage, t'es mauvais à l'école, bah, toi, tu vas aller en CFA ou en lycée professionnel, puis tu vas apprendre un métier manuel. Ou alors, toi, tu es trop bon et tu continues, on te veut en seconde. Alors que non, il y a des gens, ils ont vraiment envie, même avec un super niveau, ils ont envie d'apprendre un métier manuel et de progresser et d'exceller dans ce métier, quoi. Donc, j'ai envie de dire, faut laisser la place à la passion et à... Voilà, si les jeunes ont envie d'apprendre un métier manuel, il faut le... Et puis c'est des métiers fabuleux, comme on a vu tout à l'heure. D'abord, il en faut. Nous, à chaque fois, on a un truc qu'on dit systématiquement, parce que c'est la vérité, qu'on constate tous les jours. Hein. Quelqu'un qui rentre dans le bâtiment aujourd'hui ne connaîtra pas le chômage un jour de sa vie. C'est aussi facile que ça. Je connais pas un plombier qui me dit « Oh, j'ai pas trop de boulot ». Je connais pas un charpentier. Regarde, même notre amie Marie-Pierre qu'on a eue tout à l'heure, qui est couvreuse. Et tu as vu, elle l'a dit, c'est une très petite structure. Elle bosse avec son chéri en Bretagne. Elle dit « Oui, on voit que les grosses boîtes ont une réduction un petit peu de volume, mais eux sont débordés. J'imagine que toi, tous les chefs d'entreprise qui vous confient leurs enfants, je pense pas qu'il y a beaucoup de gamins qui se pointent le lundi à l'école en disant « Tiens, la semaine dernière, on a passé la semaine à balayer l'atelier. » Ça risque pas. Hein. Ça risque pas. Non, il y a du travail. Hein. Il y a du travail à fond la caisse. Et même dans les autres corps de métier, c'est-à-dire quand tu te retrouves dans la salle des professeurs à boire le café, parce que je sais que vous faites un peu ça pas mal de temps. Beaucoup, voilà. Le café avec un peu de gnôle dedans. Ah ouais, bah c'est ça. Courage, hein. Quand les murs sont comme ça. Là, voilà, après il nous fait passer des photos, tu dis foi, nom de Dieu. Non mais il faut bien qu'on vous casse un peu, c'est normal. Oui, donc ce que je veux dire, c'est quand vous vous retrouvez dans la salle des profs à parler un petit peu de vos boulots, il y en a pas un que t'entends dire « Oh, je suis emmerdé, dans ma classe il y a de moins en moins de monde ». T'as l'impression quand même que ça suit, ça continue, quoi. Non, ça continue. Non, on a beaucoup de demandes malgré tout. Après, c'est à nous de montrer que voilà, on existe et puis ce qu'on fait. Voilà, on est là pour apprendre des métiers. Et alors, tu arrives encore, toi, en tant que professeur, à trouver le temps et le courage de présenter un peu des jeunes dans des concours. Ça, c'est bien. Oui, après... Tu trouves des candidats, tu arrives à en motiver un peu des gamins en disant « T'es pas mauvais, tu vas donc tenter les meilleurs artisans de France. » Ouais. Faut pas forcer les jeunes. Voilà, après qu'il y ait des jeunes motivés qui veulent aller vers l'excellence, c'est super. Mais après, on les repère vite, les jeunes qui sont motivés, qui ont envie, parce que voilà, ils sont à l'écoute et ils n'ont pas de main gauche. Et du coup, on leur propose en CAP deuxième année de faire le concours des MAF. Concours des MAF ou les WorldSkills ou d'autres concours. T'as l'impression que vraiment il y en a qui se démarquent à chaque fois. Ouais, c'est ce qui fait plaisir d'ailleurs. C'est qu'on voit, parmi une section de 14, il y en a qui vont être passionnés. On les voit tout de suite, ces jeunes. Et ça fait plaisir à voir. Et puis c'est ce qui nous permet de garder la foi en notre métier. Parce que si on avait que des jeunes qui sont pas motivés, qui tirent la tronche, qui sont pas joyeux, enfin on les voit, ils ont la fleur au fusil, ils sont contents comme tout de venir au CFA, d'aller en entreprise, ils sont heureux.
Du coup, ça nous rend heureux également et on prend plaisir à retransmettre dans ces conditions-là. Alors ça, tu prêches un archi convaincu. J'ai connu par exemple des jeunes sur lesquels on n'aurait pas parié 10 balles et qui se retrouvaient dans une entreprise qui arrivait tellement à animer cette flamme que le gamin, à la fin, il finissait médaille d'or, quoi. Donc, toi, tu dirais que ça vient de l'environnement, des parents, de la boîte C'est un tout. C'est un tout. C'est vraiment le caractère du jeune, sa motivation pour le métier. Après, il y a les parents, s'ils peuvent pousser vers le positif, tant mieux. L'entreprise, si elle joue le jeu aussi. Oui. Donc, c'est vraiment un ensemble de choses qui font que ça va pousser l'apprenti vers la réussite. Et pourquoi pas, réaliser des concours. Il y a vraiment des entreprises où toi, quand tu vois les jeunes ou quand tu vois même les entreprises, parce que j'imagine que tu te déplaces aussi un peu en entreprise. On fait des visites d'entreprise, on a des entreprises partenaires. Ouais, il y a vraiment des entreprises où tu sens que les jeunes, quand ils sortent de ces entreprises, il y a du plus haut level, j'imagine. Moi, je prends l'exemple de la plomberie. Par exemple, je sais que j'ai vu des gamins sortir de 2 ans de CAP, être meilleurs que d'autres qui sortaient de 4 ans de BP. Parce que d'un côté, tu as la petite boîte, le mec, il touche à tout. Alors, il arrive dans des murs en pierre d'1 mètre. Et donc, le gamin, il devient vite très, très bon de par la richesse. Et puis, il y en a d'autres, tu dis, mais enfin, t'as un BP, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que t'as branlé pendant 2 ans ? J'ai tiré du PER dans des immeubles et j'ai monté des chiottes. Bon, c'est nul à chier. Sans méchanceté, hein. Mais donc, du coup, le gamin, il a un BP. Oui, mais enfin, en attendant, le gamin a un BP. Et quand il se retrouve dans une petite entreprise artisanale, ça pose un vrai problème parce que là, pour le coup, il n'a pas le niveau. Il n'a pas toutes les compétences, exactement. Ouais. Après, les jeunes qui emploient un apprenti, c'est quand même dans le but de le garder. Donc, ils essayent de remplacer les départs à la retraite et puis de se dire, je forme mon futur ouvrier, mes futurs chefs d'équipe ou de chantier, quoi. Donc, ils ont tout intérêt à le former sérieusement, à bien le payer et comme ça, il va rester, il ne va pas se barrer à la fin de l'apprentissage. C'est sûr. Surtout que maintenant, un chef d'entreprise dans le bâtiment qui a un bon... Ah oui, il va pas le lâcher, le gars, hein, surtout si le mec, comme on dit. Est-ce que vous faites aussi un travail, on en parle souvent, nous, entre nous. On a eu la chance d'avoir d'ailleurs de recevoir autour de ces micros aussi le directeur de l'école aussi de la fédération compagnonique. Et on discute souvent aussi avec les chefs d'entreprise de ces jeunes en disant le savoir-faire, c'est capital, mais ce qui est encore plus important aujourd'hui, c'est le savoir-être. Est-ce que c'est une donnée que vous prenez en compte en disant, dis donc Dédé, ça fait 3 fois que t'es en retard, la prochaine fois c'est un coup de pied au cul, ou comment ça se passe? Parce que ça aussi, c'est pas facile à gérer. Alors, au CFA, on a un règlement. Après, c'est une histoire de valeur. C'est une histoire de respect des règles. Et puis, il faut être poli. Quand on est devant un client, il faut savoir être de bons conseils. Donc, tout ça, c'est des choses... c'est des compétences, le savoir-être. Et le jeune, il faut qu'il acquiert ça, quoi. Donc, sur un chantier, il faut bien se comporter. Et puis, il faut montrer qu'on représente le métier, on représente l'entreprise. Si on lui demande un truc, le jeune, faut qu'il sache répondre. C'est la première des choses qu'on leur apprend. Des choses techniques, savoir lire un sac de ciment. Pourquoi là, il y en a un qui est bleu, l'autre, il est rose. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus ? À quoi il va servir ? Défendre, promouvoir, valoriser. Mais la valorisation et la promotion passent aussi essentiellement par le savoir-être. Si quand on va dans la rue, on dit « Qu'est-ce que vous en pensez de telle confrérie, quelle corporation ?» si 9 personnes sur 10 disent « Oh là là, c'est des gros bourrins qui sont cons comme des valises, impolis. » ça va pas servir la profession, on est bien d'accord. Oui. Donc la politesse, la ponctualité, la propreté, l'hygiène, tout. Est-ce que vous faites des petits pick-up de rappel là-dessus ou est-ce que vous estimez que ça, c'est pas à vous de le faire ? Alors non, c'est à nous de le faire. Après, c'est des choses, c'est pas forcément dans le référentiel, mais c'est des choses qu'on va dire comme ça dans un cours ou dans un couloir, qu'on va dire, on se change. C'est quelque chose du tout bête, mais des fois, j'ai des apprentis, entre midi et 2, ils veulent rester en bleu, travail. Et ils vont manger à une cantine. Je leur dis, les gars, non, faut vous changer. Il y a un temps pour travailler. Le bleu, les EPI, c'est pour travailler. Et puis après, quand vous allez bouffer, vous mettez propre, quoi. Et après, on se rechange, voilà.
Donc ça, c'est des choses qui peuvent paraître tout bêtes, mais il faut leur inculquer aussi ces petites informations, quoi. Dans l'ensemble, toi, d'un point de vue du savoir-être, t'as pas trop, on va dire, sur 14 gamins, t'as pas trop de problèmes, quoi. Je veux dire, quand tu rentres au bout des 15 premiers jours après la rentrée, tu vas pas voir ton épouse en disant « Putain, mais j'en foutrais la moitié dehors avec grand coup de pied dans le cul ». Alors, non. Ce que je veux dire, c'est que t'as l'impression qu'il y a quand même du boulot à faire. C'est du travail, quand même. C'est du travail. Après, voilà, ils sont tous différents. Donc, il y en a où ça va rouler. Il y en a d'autres, il y aura plus d'autres problèmes. Ça peut être familiaux, ça peut être en entreprise, ça peut être le caractère en lui-même. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. On peut dire que ça va. Les jeunes qui viennent en maçonnerie ou dans d'autres métiers du bâtiment, c'est des jeunes quand même. La tendance s'inverse. Avant, c'était la voie de garage, comme on disait tout à l'heure. Là, maintenant, c'est des jeunes, ils viennent là par conviction. Ouais, ça change tout. Hein. Et là, la moitié du boulot, il est fait. Eh ben, bien sûr. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit un truc, quand l'entreprise, le patron, il va dire quelque chose, ben, le jeune, il va écouter, il va être à l'écoute, il va mieux reproduire. Oui, parce qu'il a envie. Voilà, il a envie. En fait, ça change de... Tu subis quelque chose ou t'as envie de l'apprendre, t'as envie de le faire. C'est sûr. Ça change tout. Ça change tout. Je vais quand même vous poser 2-3 questions. Je pose la question en l'air et le premier qui prend le crachoir répond et puis les autres, ça leur empêche pas de répondre. Et vous, si vous deviez vous reconvertir, quel métier choisiriez-vous? Maçon. Les maçons. Dis donc, mais t'as filé du pognon à tout le monde en coulisses ou? Non, mais c'est pas en hommage à mon grand-père qui était maçon. Ah ouais? Donc, et j'aimais bien. Je le suivais petit et j'adorais. Donc toi, si tu t'avais dû te reconvertir, maçon. Maçon, j'aurais bien aimé. Très bon choix. Jean-Pierre, si t'avais dû te reconvertir, t'as le droit de dire je garde mon métier, je l'adore. Il fait tout. Il fait tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, en soi, non, je suis très heureux comme ça. Après, je sais pas, j'ai pas du tout pensé. Tu n'as pas pensé? Non. Rémi? Un métier plus sur l'art. J'aime bien la sculpture, j'aime bien le mobilier en béton, les choses très spécifiques et ça me plaît. J'en fais d'ailleurs un petit peu à côté. La taille de pierre ou vraiment un peu plus moderne. Travail de la matière. Voilà, travail de la matière. Ouais. D'accord. Ouais, les moules en résine. Le staff, les choses comme ça peut-être. C'est ça, ouais. Très bien. Toi? Moi? Putain, c'est pas facile comme question. C'est pour ça que je te la pose. Moi, j'aime bien ce que je fais, en fait. Et je pense que je serais resté peut-être aussi dans un métier de savoir-faire. Peu importe. Peut-être la bouffe. Ah, bouffe, ok. Peut-être la bouffe. Okay. Peut-être tenir un petit gîte auberge à la bonne franquette, à la bonne fourchette, qui se finit autour d'un petit feu de bois avec table d'hôte. Mais quelque chose de... haut de gamme, mais pas haut de gamme dans le sens hors de prix, mais quelque chose où on bichonne les gens. Traditionnel. Tradit, mais voilà. Mais bien fait, quoi. Bien fait, voilà. Quoi. Du bon boulot. Voilà. Je pas besoin d'un hôtel avec 25 pioles, mais les 5 qui vont dormir chez moi, attention, ils vont s'en rappeler toute leur vie. Hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose de... Voilà. D'authentique. Donc ça j'ai 1000 autres idées, mais par exemple, ça fait partie des choses où, oui, j'aurais pu me reconvertir là-dedans. Et toi? Moi, le bois. Travail du bois. Ah bah, le bois, oui. Mais bon, après tout, c'est l'idée aussi du maker, c'est que t'as plein de choses qui passent. Je pense que moi, dans tous les cas, il faudrait que je bosse avec mes mains, c'est sûr. Oui, non, mais c'est sûr. Que ce soit faire de la bouffe, de la maçonnerie, du staff, de n'importe quoi, il faut que je bosse avec mes mains, ça c'est sûr. Il faut dire aussi, c'est que ça bosse avec ses mains, mais à chaque fois, ça bosse avec sa tête. Ah bah mais, non, mais c'est indissociable. Commencer à coffrer un truc et que ça se casse la tête au bout de 2 secondes, tout en fonction des formes, de tous les procédés, la chimie, là. Non, mais la main et la tête sont indissociables. Faire des projets globaux, en fait, je trouve que ça donne du sens aussi de se dire que l'ingénieur, on va être sur la partie réflexion, sans passer par la partie réalisation. Moi, ça me frustre. Ah, mais moi, je pourrais pas. De dingue, quoi. Moi, je pourrais pas. Tu prends un truc de A à Z et tu mêles un petit peu tout ça. Non, moi, je sais que je fais partie de cette catégorie de personnes à qui tu ne peux pas faire 4 pages de tableau Excel, 2 pages de plan, et puis dire donne ça à Dédé qui va se démerder avec ça, merci, au revoir, et recommence. Ouais, ah bah là, je m'ouvre les veines tout de suite. moi, je pourrais pas. Je veux faire. Ah ouais, c'est impossible pour moi. Cette question, on l'a beaucoup abordée. Votre métier est-il quand même un métier passion? Est-ce que si vous vous asseyez, vous vous retournez, est-ce que vous, quand même, vous êtes capable de vous dire « Oh, 9 jours sur 10, je suis quand même content de faire ce que je fais ». Totalement. Ah ouais.
passion. Toi, tu dirais oui, Jean-Pierre. Toi aussi. Tu t'épanouis là-dedans. Oui, il y a plein de situations qui sont super sympas. Bon, mais il y a des revers de médaille aussi. Mais ça, c'est l'artisanat dans sa globalité. Hein. Alain aussi. Moi, c'est du 6 sur 7, voire 7 sur 7. Ah ouais. Le dimanche, c'est comptable, mais c'est du boulot quand même. Ouais. Mais sinon, c'est du 6 sur 7 déjà. 6 jours sur 7. Donc ça t'intéresse vraiment, c'est ta vie. Oui, c'est ça. C'est ta vie. Eh ben, c'est super bien. Question que j'adore beaucoup. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier ? Moi, c'est l'originalité, je dirais, du truc après. L'aventure, toi, c'est tout. Ouais, c'est de se dire... T'as fait quoi hier ? J'étais pendu à un château d'eau. Bon, bah d'accord, je vais fermer ma gueule, alors. Cette originalité, je trouve ça vachement sympa. Valorisant. Je trouve ça valorisant par rapport au regard des autres. Après... C'est vrai. Toi, c'est ce qui... Pas de routine aussi, finalement. Tu fais pas deux fois la même chose. Moi, c'est que des petits chantiers, donc j'en cumule presque 200 par an. Donc, voilà, c'est... Ça, c'est ce qui te plaît le plus dans ton métier. Ouais, justement, je sais changer, effectivement, parfois 2 fois par jour, ou tous les jours, vraiment, faire quelque chose de différent. Et c'est vrai que ça casse un peu ce côté routine, même si les boulots reviennent, mais bon, moi, faire une semaine la même chose, je peux pas. Pareil, derrière un bureau à faire du tableau Excel, tu peux pas. Alain, je te pose pas la question. Non, c'est quoi Excel ? Tu saignes du nez. Non, il fait sa compta. Le dimanche, c'est la Qu'est-ce qui te passionne plus, Alain, toi, dans ton boulot ? La création. Ah bah oui. Forcément. Ouais. Tu pars d'un bout de verre et tu finis avec un produit fini. Donc, tu finis avec une œuvre d'art. C'est-à-dire que d'un bout de verre, tu prends un bout de verre, tu fais ça, par exemple. Bon, ça, c'est du basique. Mais d'un bout de verre, tu peux faire un meuble. Là, tu nous montres un petit triangle de verre. Je me fasse un peu de pub. Le mec qui a fait ça, je le connais, il n'est pas mauvais. Non, il était bon, regarde, il n'y a rien qui dépasse tout ça. Tu as beaucoup bossé ici et tu nous as fait du bon boulot. Oui, non, mais si tu veux, d'un bout de verre, moi, je peux te faire un meuble. Je peux te faire une table. Je peux même te faire une chaise. C'est qu'une question de blé. Ouais. Parce que forcément, c'est de la main-d'œuvre, du savoir-faire, du temps. Voilà. Mais aujourd'hui, on a des colles à base d'UV où on est capable de coller de tout et n'importe quoi. Et aquarium, tu nous as eu fait des petits aquariums. Oui, je t'en ai eu fait un pour toi. Ça, j'aime pas trop parce qu'on a des problèmes avec le collage, surtout. Ah ouais ? Tu sais, on trouve plus les colles comme on voudrait. Super chimique ou voilà. Non, mais si tu veux, dire. On avait des colles avec des résistances astronomiques, tu sais. Et aujourd'hui, tu sais plus ce qu'il y a dans ces tubes. Ouais. C'est-à-dire que tu colles avec un silicone, sauf que ce silicone-là, il y a deux produits dans le silicone. Tu as le silicone par lui-même, mais le silicone, il est solide. Donc, et tu as un autre produit qui le rend liquide pour que tu puisses t'en servir. On va dire que c'est de l'eau. C'est pas de l'eau, mais si tu veux, tu as un produit chimique qui te le rend pour que tu puisses le passer. Voilà. Sauf que tu peux avoir 90% de silicone et 10% de flotte, mais tu peux avoir 90% de flotte et 10% de silicone. Ouais. Voilà. Et là, quand tu colles un aquarium avec un truc comme ça, où tu t'es fait entuber et que tu te retrouves avec un tube, voilà, et que le mec, une fois qu'il l'a mis à la moitié, t'as les 4 parois qui partent, et que l'autre, il a 300 litres d'eau chez lui, je te dis, il est pas content du tout. 8000 balles de poisson par terre, il est content, le mec. D'accord. Une fois, j'en ai fait un gros, à Chazère, on avait fait un gros, du temps de mon père. Le mec, il avait une pieuvre chez lui. Donc le truc, il faisait 2 mètres de long, 1 mètre de large, 1 mètre de haut, 2 mètres cubes d'eau, 2000 litres d'eau. Ça te parle de 2000 litres d'eau? Ouais, ça me parle bien. Et le mec, on lui dit, il faut que tu fasses une structure béton, c'est-à-dire que tu montes en béton, tu fais un plancher béton, tu mets du polyestyrène et tu mets ton aquarium dessus. Sauf que le mec, il est dans le métal. Donc lui, le béton, il n'a rien à carrer. Donc il fait ses pieds en métal, comme ça. Ouais. Le dessus, métal, il met le polystyrène. Alors, c'était bien fait, nickel. Hein. On pose l'aquarium, puis je lui dis, par contre, tu le remplis 5 cm par 5 cm pour bien que l'école, la machine, bon. Ouais. Voilà. Un matin, il se lève, il met le pied par terre, 10 cm d'eau dans la maison. Bon. Et bien, tout ça, parce qu'il n'a pas écouté, il devait avoir une faiblesse sur sa dalle en béton. Et tu as 2 pieds qui sont rentrés 10 cm, parce qu'il faut savoir que ça faisait 2 tonnes son truc. Plus le verre qui était épais comme ça, je t'explique pas. Tu avais 2 tonnes et demi de... Ah oui, c'était une petite chape liquide d'un centimètre 5. Et si tu veux, tu as 2 pieds qui sont rentrés. Donc le fond s'est vrillé avec la pression d'eau. Il a sauvé sa pieuvre. Elle est restée 1 mois dans la baignoire. La pieuvre. Mais il l'a sauvée quand même. Mais autrement, mais je te dis 10 cm d'eau, parce que quand tu as 2 mètres cubes dans une maison, tu sais, tu mets 1 litre d'eau par terre,
t'as l'impression que t'es inondé complet. Hein. Ouais. Bon, alors là, imagine 2 mètres cubes, ce que ça fait. Putain, la c'est vache. énorme. Ah non, énorme. mais là, la responsabilité... Alors, et si tu veux, aujourd'hui, c'est pour ça que les aquariums, toi, je te l'ai fait, tu me l'as demandé, je t'en ai fait un, mais qui n'est pas très grand. Donc non, il puis y avait nous, pas c'est un aquarium de test et de démonstration pour faire des maquettes. Mais aujourd'hui, je préfère pas les faire parce que je suis pas sûr, je peux pas garantir le Faut produit. faire signer 8 pages de conditions générales, quoi. Ce que non, parce que c'est même pas bon si tu fais signer. Ouais. Il faut pas le faire. Si tu fais signer, c'est que tu reconnais que tu peux faire une lacune là-dedans. Donc, non, tu peux pas. Oui, il vaut mieux dire... un vrai conseil d'artisan. Ouais. Voilà. Non, mais c'est intéressant. À ce moment-là, vaut mieux ne pas le faire. Déjà, si tu n'es pas capable de le faire, aujourd'hui, tu n'as même pas le droit de faire le devis. C'est-à-dire que si tu fais le devis, c'est que tu es capable de faire le boulot. Parce qu'une fois que le mec il t'a signé le devis, tu te dis ah bah non, je sais pas faire moi. Hein. Ah non mais alors, donc... mais le jour où on va faire des émissions coup de gueule avec les mecs qui font de la merde sur les chantiers, on t'appellera aussi. Parce que ça c'est intéressant. Donc qu'est-ce qui te passionne le plus, Rémi, toi, dans ton métier? On va dire déjà il y a du changement. Voilà, c'est pas répétitif, c'est pas du travail d'usine. Avoir un lien avec des jeunes, voilà, comme ça on est à la page. Voir les entreprises également. Et puis, en fait, pour moi, c'est un double métier. Il y a maçon et puis il y a formateur. Mais il y a la transmission, c'est ce que j'allais dire. Mm. Parce que là, c'est une part intégrante de ton métier. Je veux dire, quelqu'un qui est passionné de maçonnerie, mais à qui ça pète les couilles d'expliquer toute la journée des trucs à des gamins, bon, bah, c'est pas ce métier qu'il faut faire. Non, faut pas. Hein. Parce que là, toi, il te faut des compétences de pédagogue énormes. Moi, je pourrais pas être à ta place. Hein. Oh, bah, après, faut pas avoir peur de répéter. Quoi que la maçonnerie, t'as tous souvent une massette dans la main, non? Ouais, voilà. Bon. Massette ou marteau. Ouais, ça se calme vite. Faut taper le premier, c'est tout. Non, après, il faut être patient. Il faut être patient, il faut se mettre à la place aussi de l'apprenti. Il faut que eux, ils s'adaptent à nous et que, inversement, nous, on s'adapte à eux, à chacun. Il faut vraiment qu'ils sentent que, que la personne, on la considère. D'accord, ouais. Et qu'on s'adapte, et puis donc, du coup, le dialogue sera différent d'une personne à une autre. Il faut des vraies compétences de pédagogie, hein, là, il n'y a pas de problème. Comment voyez-vous l'avenir de vos métiers, Rémi, pendant que tu tiens le crachoir? Par rapport aux imprimantes, par rapport à tout ce qui arrive, aux nouvelles technologies, aux nanotechnologies, aux maisons du futur qui vont être fabriquées dans des usines et qu'on va venir poser sur 4 moellons et terminer. Ouais. On parle beaucoup en ce moment de kits, de maisons préfabriquées, de kits qui arrivent à fond. On a même d'ailleurs les Asiatiques, enfin certains pays asiatiques, je ne sais plus quel pays, qui a sorti officiellement une manufacture, donc une usine, hein, où ils se mettent à commencer à faire des centaines de maisons par jour qui sortent. Ça ressemble à une espèce de remorque de camion, mais fabuleuse, attention, moi j'ai vu ça m'a trouvé le cul même, hein, avec des baies vitrées arrondies, des trucs, et ils t'en sortent 100 par jour, ils envoient ça dans le monde entier, on peut en assembler 2, 3. Et ça, est-ce qu'on n'est pas en train d'être en plein dans l'avenir du futur, là, les gars? Ouais. Après, c'est l'avenir, c'est bien d'inventer de nouvelles choses. Après, pour moi, ça ne remplace pas la base du métier. Il y aura toujours besoin de rénover, de boucher un petit trou, une fissure et tout. Et il faut des gens avec ses compétences et ses savoirs. On est d'accord. Donc c'est bien beau de faire une maison qui est imprimée, mais le jour où elle va fissurer, il faudra un mec qui vienne colmater le trou, quoi. Ouais. Donc c'est super, toutes ces nouvelles techniques. Il y a des trucs, ce sera super bien adapté. Je pense notamment les imprimantes qui font du mobilier urbain. Donc c'est très joli. On fait des bancs imprimés, des chaises, tout un tas de trucs. Après une maison, pourquoi pas. Après, il faut voir au long terme. Parce qu'il faut quand même, ça dure une vie, quoi, une maison. Quoi. Oui. Hein, pas que 10 ans. Voilà, donc ces nouveaux produits, ces nouveaux matériaux, c'est super. Il faut vivre avec, il faut s'adapter. Il faut se former pour. Après, pour moi, chaque métier, c'est quand même traditionnel. C'est un métier qui est manuel, un métier de savoir-faire, de compétences, et il faut les acquérir. Ton métier a encore de l'avenir. Voilà, il faut que ça perdure. Il faut le retransmettre aux jeunes générations avant de partir à la retraite, de se dire, il faut essayer de passer le flambeau, tu vois, tant qu'on peut. Donc c'est pour ça, faire connaître les métiers et les valoriser, c'est important. Ok. Jean-Pierre, l'avenir de ton métier, tu le vois comment? L'évolution, elle est en train de se faire. Il existe beaucoup de nacelles qui permettent d'accéder en hauteur. Et il existe même des nacelles, ce qu'on appelle des nacelles araignées, qui vont dans les champs, les choses comme ça, où il y a des où il y a des plateformes, où ça peut être pentu, où ça peut être boueux. Il y a des nacelles qui sont capables de faire ce genre de choses. Malgré tout, il faut
quand même être capable de monter sur cette nacelle. C'est pas forcément donné à tout le monde, parce qu'une nacelle, en fonction de la hauteur. De toute façon, plus la nacelle est petite, vous avez des petites structures, donc ça bouge. Vous avez une nacelle qui est haute, enfin qui monte haut. Vous avez des plus grosses structures de la nacelle, mais bon, comme ça monte plus haut, ça bouge aussi pareil. Donc ce qui est dur dans une nacelle, c'est justement de pas craindre ça. Donc il faut malgré tout toujours quelqu'un. Dans vos métiers, si je peux me permettre, l'évolution de votre métier par rapport à l'inspection, etc., il y a la technologie drone aussi qui arrive et qui est très 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 employée maintenant de plus en plus. Oui. Alors effectivement, ça fait un peu de concurrence. Ça nous donne aussi du boulot parce que des fois les drones ils s'accrochent, il faut aller les chercher. Ça c'est pas mal. Ouais, non mais je pense que votre métier a de l'avenir encore. Hein. Ouais, je pense malgré tout. Ouais. Il faudra toujours quelqu'un de toute façon pour réaliser les travaux. Pour moi, Cordy, c'est des métiers. Excuse-moi, j'espère que ce ne sera pas péjoratif, mais pour moi, c'est des métiers de mouton à 5 pattes. Hein. Quand on voit le cordiste, généralement, c'est qu'avant, tu as étudié toutes les solutions pour dire on n'a plus le choix. Hein, et là, maintenant, il faut. Tout à fait. C'est pour ça que quand on nous appelle, c'est que tout a été étudié et voilà, il n'y a pas d'autre solution. En général, c'est bon. Ça peut être ça. Et oui. Donc, donc, je pense que vous avez encore pas mal d'avenir. Oui, je pense aussi. Alain, l'avenir de ton métier, tu le vois comment ? Compliqué. Ouais. Compliqué dans le sens où tu n'as pas de formation. Donc, et voilà. Et tu n'as ni école, comme je te disais tout à l'heure, tu n'as pas d'école pour envoyer. Donc, voilà. Il doit quand même y avoir quelques formations, encore une fois. Il y en a peut-être moins qu'avant, mais quand on va encore une fois au championnat des métiers et qu'on voit 20 jeunes qui font de la miroiterie, de la vitrerie, ils apprennent bien ça quelque part. Ah, mais de la vitrerie, tu as. Il n'y a pas de souci. Ça, pour le vitrage, tu as. Tu vois, mais tu n'as aucun avenir dans le vitrage. Tout ce que tu achètes est vitré aujourd'hui. Oui. Tu achètes une fenêtre PVC, alu, tout ce que tu peux trouver, une porte d'entrée, machin, tout est vitré. Oui, il y a déjà la vitre dessus, tu veux dire. Il y a la vitre dessus. Donc le métier de vitrier, il est complètement perdu aujourd'hui. Oui, versus à l'époque, quand quelqu'un faisait un métallier faisait une petite verrière, disait dis donc, tu viendras me mettre des carreaux. Voilà, tu avais le menuisier qui faisait ses vitrages, ses portes et ses fenêtres. Quand c'était fini, on allait prendre les cotes, on vitrait le truc, voilà. Voilà. Ça, c'est fini. C'est fini. Eh oui, maintenant, ça, c'est fini, tout est vitré. Faut lancer un message au bichon, là. Il y en a pas un qui veut se lancer, trouver une formation. Donc, le métier de vitrerie, de vitrier, c'est ça. Et après, le métier de miroitier, c'est pareil. Hein. Le métier de miroitier, c'est encore plus compliqué. Parce que forcément, que le moins de miroir, si tu le travailles, si tu fais un miroir basique, craque, bord poli, c'est très abordable, c'est pas cher. Oui. Dès que tu commences à y faire... c'est comme les voitures. Hein. Dès que tu commences, elle n'est pas chère au départ. Dès que tu mets de l'option... Voilà. Nous, tout est option. Tu fais un bord poli, c'est de l'option. Tu fais un trou, tu fais un coin rond, tu fais un biseautage. Tout ce que tu peux y faire, tu fais une gravure. Tout ce que tu fais dessus, c'est cash. Et tu arrives à la fin, ton miroir qui devait te coûter, je sais pas, 30-40 €, par exemple, un bout de miroir, t'es à 300 €, tu vois. Oui, parce qu'il y a un savoir-faire qui a été appliqué dessus. Voilà. Et puis que t'as plein de boulot, quoi. Toi, une fois que tu es venu à l'atelier, je t'ai fait voir un bout de verre qui était tout gravé. Il y a 20 heures de boulot là-dessus. Combien tu le vends, ce verre-là ? Je sais pas. Si tu veux gagner ta vie, je te parle. Eh ben, allez, 2 x 4, oui, tu le vends 2 jours de boulot, tu le vends 800 balles, quoi. Voilà, mais 800 balles, il est invendable. Sachant que ton verre, au départ, qui est grand comme ça, long comme ça, au départ, c'est un bout de verre qui doit te coûter quoi, 8 €, 3-4 €, 5 € si tu veux, à prix d'achat sur la matière. Voilà. Mais t'imagines, entre les deux, l'écart que tu as, et c'est invendable aujourd'hui. Alors, tu n'as que les trucs d'État qui peuvent, puisqu'ils sont complètement à côté de la réalité. Quand tu vois les devis de ce qu'ils font. Allez, ça c'est fait. Non, mais tu as raison. Non, mais toi, tu construis une maison, tu sais qu'elle va te coûter 200 000 ou 250 000. L'État fait quelque chose, c'est 1,5 million d'euros. Déjà, c'est le minimum. Voilà. Bon. C'est le ticket d'entrée. Voilà. Non, mais c'est vrai, tu passes, tu dis, tiens, il y a un rond-point et ils ont fait ça en 1 mois et demi, ça a coûté 2 millions. Donc, génial. Où va le pognon, t'en sais rien. Et quand tu prends la matière qu'il y a, tu te dis, mais il n'y a rien, hein, c'est 3 cailloux, un bout de goudron. Hein. Et puis quelques trucs autour. Non, mais c'est sûr qu'il y a un gros problème par rapport à ça. Moi, ça me fait penser à un truc que j'ai vu et que j'ai trouvé ultra triste, ça rejoint un petit peu ce savoir-faire-là, c'est que plus on avance dans le temps, plus il y a des choses modernes et contemporaines qui se font, et plus tout ressemble à autre chose.
Typiquement, tout ce qui va être barrière, éclairage public. Avant, on avait des choses avec c'est simplifié à l'extrême, il n'y a plus de savoir-faire. Maintenant, un poteau, c'est un cylindre. Et qu'il soit en France ou au Japon, c'est le même. Non, mais c'est dramatique. On est en train de perdre tout ça. Les petites finitions. Avant, il y avait une sonnette dans ton appart, sur ta porte d'entrée, il y avait des moulures, des choses comme ça. Là, on simplifie tout devient basique. Et dans l'idée de se dire, on a besoin d'un truc, on prend le plus simple et ça vaut rien. Alors, je vais te dire, là, franchement, je suis très, très triste qu'on n'ait pas abordé ça dans la dernière émission, parce que la dernière émission qu'on a fait, on avait un architecte aussi. Donc j'aimerais il faut qu'on refasse une émission, parler là-dessus, parce que ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a mis 300 000 ans d'évolution, on va pas se mentir. On est arrivé à un moment, à un âge d'or où c'était parfait, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, on va pas se mentir, allez, disons même depuis 1850 jusqu'à après-guerre, on avait des gars dans la rue qui se baladaient avec des chapeaux de forme, qui relevaient d'un artisanat, de l'écharpe fait à la main. Il y avait des gantiers, il y avait des maroquiniers, les mecs, tout le monde avait un costard. C'était l'aboutissement, comme tu disais, ton père, ton grand-père, etc. C'était la classe. Tu rentrais chez toi, tu avais une sonnette en fer forgé, une boîte aux lettres qui était façonnée. Aujourd'hui, les mecs, t'as vu la gueule qu'ils ont dans la rue, c'est jogging, et puis machin, tout a fait 8000 bornes de bateau pour traverser. Si les anciens se retournaient, les mecs, ils s'ouvriraient les veines instantanément. Et comme tu dis, le savoir-faire, quand tu arrives encore dans certaines villes et que tu vois des lampadaires en fer forgé, tu dis, oh, c'est beau. Aujourd'hui, c'est vrai, t'as un tube à la con avec une lettre de merde en haut. En plus, comme dit Alain, là où on se fait tous baiser la gueule, excusez-moi, oui, je suis vulgaire. Là où on se fait tous savoir, c'est qu'en plus que le tube et machin, il y en a pour 30 balles de matière première, et quand tu regardes le prix sur le catalogue, c'est 2800 balles. Les mecs, t'as envie de leur dire, attendez, vous nous prenez vraiment pour des cons, alors qu'il n'y a plus un brin de savoir-faire. Et c'est vrai qu'on stérilise tout. C'est ça. On stérilise tout. C'est dommage. Il y a des choses qui vont se perdre aussi. Je fais partie d'une asso en menuiserie, et c'est pareil, quand il y a des gens qui disent... ils se sont amusés à faire des choses qu'ils ont tournées avec des collages, différentes essences, des choses comme ça. Il dit, mais ça, si on veut le commercialiser, c'est mort. Parce que tu vas dire, il y a 800 balles pour un saladier. Qui va mettre 800 balles dans un saladier ? Oui, mais c'est invendable. Comment ça se fait qu'on est... Moi, alors... Putain, on n'arrive pas à le valoriser. Alors, moi, je vais te dire, on va la faire, cette émission. On va la faire, au pire, on vous réinvitera. Comment on a pu passer... De quelque chose de vendable à invendable. Parce que là, toi, tu nous dis c'est invendable. Mais enfin, il y a 50 ans, ça se vendait. Mais t'as des clients pour tout, hein. Oui, mais enfin... T'as des clients qui mettent 10 millions d'euros à une croûte qui vont pendre au mur. Il y a l'argent pour acheter. Non, mais ce que je veux dire, c'est comment est-on passé de mobilier et d'objets qui équipaient la majorité des foyers français et pour lequel on arrivait à le vendre. Moi, je vais dire, quand j'ai appris la menuiserie et ébénisterie, je fais un gros clin d'œil au collègue qui m'a un petit peu appris ça à l'époque. Quand j'étais gamin, après, j'ai fait de la plomberie, j'ai fait un petit peu d'ébénisterie. Je bossais chez un mec, à l'époque, alors maintenant, bon, il est encore pas cuit aux patates, mais enfin, il a des bornes. Je le salue. Mais ce que je veux dire, c'est que ce gars m'expliquait que lui, quand il avait 14 ans, et quand il m'expliquait ça, il en avait 50. Quand lui, il avait 14 ans, il fallait 1 an et demi pour faire une salle à manger. Donc quelqu'un lui commandait une salle à manger, il disait tous les 1 mois et demi, on arrivait chez la personne, on tapait, on lui amenait une chaise. La personne était, oh, dis donc, vous nous amenez une chaise, oh, on est content, c'est génial, c'est fabuleux. Bon, aujourd'hui, tu vas chez Ikea, ils te livrent toute la baraque, t'as même plus besoin de te déplacer. Non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on tue à ce point nos propres voisins ? Parce que ce que je veux dire, c'est que la seule chose qui nous fait continuer d'aller chez la coiffeuse, c'est qu'il n'y a encore pas un mec qui a inventé un casque que tu te poses sur la tête et qui te coiffe les cheveux tout seul. Mais dans tout le reste des métiers, c'est ça qui s'est passé. Sauf si tu veux être chauve. Oui. Là, t'as du matos. Là, t'as du matos. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on est en train de stériliser absolument tout ce qui nous entoure. Plus rien n'est beau. Quand aujourd'hui, tu te balades avec tes enfants...
Toi qui aimes la pierre, la maçonnerie, la beauté de ce qui nous entoure, demain tu vas prendre tes élèves et tu vas dire les enfants, je vous emmène aujourd'hui, on fait une sortie scolaire, on va aller à Pérouge. Bon, t'arrives, il y a 2000 ans d'histoire. C'est-à-dire que tu marches sur des pavés où il y a des chevaliers. Les mecs, ils avaient des bras comme ça. Il n'y avait pas d'histoire d'ASMR, tu vois ce que je veux dire. Les mecs, ils avaient des bras comme ça, des haches de 250 kilos forgées par Dédé qui rigolait pas, machin. Je veux dire, tu vois, les mecs, c'était des bonhommes. Et là, tu as 2000 ans de patrimoine. Alors là, on se balade, on sort les appareils photo en disant « Oh, c'est toute beauté !» T'es pas prêt dans 5 ans de te balader dans un lotissement de demain et dire « Allez, prenez des photos !» Les mecs, ils vont dire « Mais c'est à gerber ! Il y a 20 baraques, les 20, c'est la même gueule, c'est horrible !» Alors, il y a encore des bons maçons, mais t'as du bol quand la baraque, elle a pas fendu au bout des 8 premiers mois. Non, mais c'est vrai. C'est d'une tristesse affligeante. Ouais. J'ai envie de te dire, c'est la loi des prix aussi. Hein. Et puis, c'est une question de mode. Enfin, c'est ce qu'on voit dans les magazines. Ça se vend. C'est l'évolution, on va dire, des matériaux, du métier. Maintenant, vendre une maison avec tout un tas de moulures, tout un tas de choses spécifiques, ce serait hors de prix. Donc, c'est vrai que... Les moulures, ça revient un petit peu à l'intérieur. Ouais, j'ai envie de remettre une pièce. Est-ce qu'il n'y a pas un problème par rapport au temps aussi? C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir un truc qui est énormissime, mais tu as des bâtiments avec des façades qui étaient un petit peu travaillées. Mais là, ça va juste se dire, les matériaux et tout ce qui a été pondu, ça a été pour faire le plus rapidement une mise en œuvre. Typiquement, c'est pareil. Avant, tu te tapais tout ton mur à ratisser. Maintenant, tu mets une plaque qui fait 2,50 par 1,20. Tu mets 4 vis. Ben, tu viens de torcher 3 mètres carrés. 3 mètres carrés. Oui, mais justement, ça devrait nous pousser vers l'excellence encore plus. Parce qu'aujourd'hui, dans le temps, on pourrait être amené à dire ils n'avaient rien. Donc, ils se cassaient le cul avec ce qu'ils avaient. Et même en se cassant le cul, ils n'allaient pas forcément vers le plus simple. Je veux dire, il n'y a absolument personne qui obligeait un ébéniste à passer 2 mois et demi à sculpter une tête d'ange au-dessus d'un berceau de bébé. Le mec, il aurait pu dire, moi, je fais un collage de chaînes et puis en avant Guingamp. Aujourd'hui, ça s'appelle le minimalisme. Tu sais, c'est le mot qu'on a trouvé quand on veut plus se faire chier, tu sais. Oh, dis donc, ta pièce, elle ressemble à un hôpital. Tout est blanc, tout est peu... Ah non, c'est minimaliste. C'est un choix qu'on a fait avec mon épouse. Bon, ok, enfin bon, moi je trouve ça à gerber. Hein, t'as un canapé blanc, une pièce blanche, du carrelage blanc, des murs blancs, pas de plantes, pas de tableau, pas de vie, que dalle. Minimalisme. Bon, bah c'est génial, chacun fait comme il veut. Mais enfin, moi, quand je me pointe Gare de Lyon et que je monte au train bleu, eh ben, je trouve quand même que ça a une autre gueule que le minimalisme. Oui. Voilà. Bon, après, au bout d'un moment, chacun fait comme il veut. Mais de toute façon, c'est sûr qu'il y a des problèmes de temps. On est quand même dans une société où il y a 25 ans, il y a une des 2 personnes du couple qui était souvent à la maison, qui s'occupait de gérer la maison, de gérer les enfants, de gérer toutes les tâches quotidiennes, tout un tas de choses, etc., etc. Et puis, dans la cour, il y avait 2 bagnoles, etc. Aujourd'hui, on a quand même réussi à créer un système où les 2 travaillent, et même quand les 2 travaillent, il faut qu'ils se prêtent la bagnole parce qu'il n'y en a plus qu'une dans le foyer, tellement il n'y a plus de thunes. Donc, je pense qu'on a quand même un gros problème où à un moment, il y a un truc qui a dérapé, on s'est tous fait baiser la gueule. Est-ce que c'est l'euro? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est j'en sais rien? Mais enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui, comme disait Alain, pour arriver à vendre une verrière en fer forgé avec des carreaux sur mesure qui représentent une violoniste, pour trouver ses clients, il faut se lever de bonne heure. Hein. Bien sûr. Et ça, c'est un peu triste pour nos métiers. Et puis, tu as trop de charges, déjà. Comme tu as ces charges. De toute façon, on en paye tous, on le sait. Les charges, c'est plus important que le salaire, déjà. Ben oui, donc, tu es bien obligé d'y intégrer dans tes prix de vente. C'est pour ça que les prix explosent. Mais en fin de compte, à la fin, quand tu as payé la TVA que tu donnes à l'État, plus tes charges que tu donnes aussi à l'État, ben, tu t'aperçois qu'il ne reste plus rien. Ben oui. Voilà. Et le pauvre mec, aujourd'hui, qui est sur Paris, il vit dans sa bagnole parce qu'il ne peut même plus se loger. Ouais. C'est d'une tristesse. Non, mais c'est triste, bien sûr, c'est triste. Et en tout cas, je pense que ça mérite vraiment une nouvelle émission. Ouais. Donc, moi, juste avant de conclure, et pour pas conclure sur une note comme ça, j'aimerais bien que vous demandiez est-ce que vous avez une anecdote, une petite anecdote de chantier, quelque chose à nous raconter, quelque chose pas piqué d'hanneton qui vous a fait rire, ou alors vous vous disiez, oh bah tiens, ça c'est cocasse, etc. Est-ce que vous avez un petit truc à nous raconter ? C'était un été, en fait, et les jeunes, il faisait super chaud, et ils avaient vraiment pas envie de bosser. Et le matin, ils se pointent, c'était presque les vacances, et ils me disent, j'ai pas envie. Du coup, je leur ai dit, on va faire une piscine.
Du coup, le matin, on pose des parpaings, on prend du ciment prompt, prise rapide, et puis c'est étanche. Du coup, on a maçonné, on a fait un enduit intérieur, on a fait une petite chape. Donc, on a tout rendu étanche le bassin, une piscine de 2 mètres de diamètre, quoi. Et puis, l'après-midi, on a rempli d'eau et puis ils ont fait trempette, quoi. Voilà. Ah bah, ils ont fait un projet de dingue. Au début, ils y croyaient pas au début. Et puis, du coup, c'était la récompense parce qu'ils ont un peu bossé le matin. Ouais, ils sont pas restés sans rien faire, ça aurait été la facilité. C'est super bien joué. Et l'après-midi, ils étaient contents. Il y a de la conception. Donc tu es en train de nous dire qu'on peut faire une piscine en 2 heures, quoi. Ok. C'est possible. Le problème, c'est qu'on va vouloir aller en faire une après. Ah ouais, ça bon, bah, ça c'est une bonne anecdote. Mais tu la payes en 20 ans aujourd'hui. Là, on nous ramène à la réalité à chaque fois. Il est très cartésien. Et les autres petites anecdotes? Le truc rigolo qui arrive de temps en temps, c'est que tu descends sur une façade d'immeuble et puis tu te trouves nez à nez avec quelqu'un à travers une fenêtre qui est en train de se changer, quoi. Voilà. Et là, tu descends plus. Tu dis t'es gêné comme l'autre personne aussi, donc en général tu files et puis tu refais une descente après. Et là, tu te dis, mais moi, on m'a embauché pour laver les carreaux. Non, puis après, ce qui peut être sympa, c'est qu'on dit, vous voulez boire un café. Est-ce que tu prends des cafés en façade? Tu prends des fois des... Ah ouais, comme ça en façade. Des fois, t'es pendu dans le vide et tu te bois le café comme ça. Oui, putain, la vache, c'est pas mal. Et alors, la nana qui s'habille, est-ce qu'elle ouvre la fenêtre des fois? C'est ce qui nous intéresse. Elle peut ouvrir la fenêtre, mais peut-être pour lui balancer un truc. Ouais, ça m'est arrivé une fois au Corbusier, là, sur l'immeuble d'habitation Le Corbusier. Ils avaient enlevé un échafaudage, ils avaient refait toutes les couleurs et moi je... Mais dis pas qu'ils avaient refait les couleurs au Corbusier. Mais quoi, c'était gris? Non, en fait il y a du blanc, il y a du bleu, il y a du rouge et du jaune. Ouais, voilà. Il y a plus de couleurs qu'on croit. D'accord. Dans toutes les niches là. Donc il y a une nana qui commence à me parler et puis il y avait ma femme et mes enfants qui étaient en bas et commençaient à me parler, donc moi je me proposais le café justement comme ça et puis au bout d'un moment ma femme me regardait, les enfants étaient petits et puis les enfants appelez votre père. Et comment ça se fait que tu as fait l'erreur d'amener ta femme et tes enfants au centre? Parce que moi j'habite pas très loin du Corbusier, donc on était c'était la visite de chantier de la famille. D'accord, très bien. Alain, une petite anecdote? T'en veux une sexy? Non, j'en veux une tout public pour tous les bichons qui nous écoutent. Non, mais sexy sans grossièreté. Ah, d'accord. Allez, petite anecdote. Donc j'ai une petite dame qui m'appelle, elle me dit, vous faites les rayonnages? Oui, je dis pas de souci. Alors elle me dit, il m'en faut un d'1 mètre par 20. Et vous venez me le poser. Donc, ok, pas de souci. Elle m'amène. Elle me dit, je l'avais au-dessus de mon lit. Bon, donc je prends les côtes, je tire le lit, je perce mes pinces croco, je lui mets ma tablette, machin. Et tu sais, moi je suis un pro, donc t'as des traces de doigts dessus. Donc forcément, que tu descends, chercher ton produit à vide pour y donner un coup, machin, pour que le boulot soit nickel, et puis après tu repousses le lit. Bref, le temps que je descende, je trouve un pote en bas. Donc je discute 5 minutes. 5 minutes d'Alain Montard. Donc mettons 10. Et là, je remonte. Bon, je rentre, hein. Je frappe même pas, puisqu'elle m'attend. Oui. Donc je rentre, je vais jusqu'à la chambre. Et là, elle avait tout nettoyé. Mais elle m'avait aligné 1 mètre de sextoy, comme ça. Sur l'étagère. Mais il y en avait, je sais pas, 30, 40, 50 peut-être. 1 mètre par 20, je te dis que t'en mets. Hein. Des droits, des tordus, des qui vibrent, des noirs, des gris, des roses, il y avait tout ce que tu voulais. Vache. Voilà. Et alors, elle était un peu surprise. Mais si tu veux, bon, elle a vu que je l'ai pris à la rigolade. Ouais. Parce que la première chose que je lui ai dit, oulala, vous avez de l'artillerie lourde. et du coup, si tu veux, elle a vu que voilà. Oui, elle a vu que t'étais direct, si tu veux, elle s'est figée parce qu'elle pensait pas que j'allais remonter. Ah oui. Voilà. Et puis du coup, ça s'est bien terminé. Le conseil de pro, est-ce que tu as mis du verre feuilleté? Parce que si c'est amené à bouger cet endroit-là, la tablette ne bouge pas. T'as mis du sécurité. Quand même. Bon, ok, bah écoutez, c'était très bien. On va finir avec un petit récap. D'accord? Comme on vous l'a dit, on aime finir ce genre de petites choses par un petit récapitulatif. Le petit récapitulatif, on va demander aux pédagogues de nous le faire. Donc, si on devait récapituler tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, qu'il y a des métiers originaux comme des plus classiques, bref, qu'il y en a pour tout le monde dans le bâtiment, que c'est une voie royale d'avenir, eh bien, on va te demander de t'y coller pendant 1 minute et on va lancer le chrono pour Rémi
tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, ce que j'ai retenu là de cette émission, c'est que j'étais entouré de personnes qui étaient passionnées par leur métier. J'ai appris des nouveaux métiers d'ailleurs. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est retransmettre nos valeurs, les compétences, les mettre au service des jeunes qui vont vouloir se lancer dans l'aventure. Et puis, il faut les accompagner. Et puis valoriser les métiers. Voilà. C'est ton mot de la fin. Ouais. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Il reste 24 secondes. Alain, il reste 24 secondes. Ouais, lance-toi même pas. Non, mais... il sait que c'est bien. Il sait que c'est foutu. Moi, pour moi, tout va bien. Ouais. J'ai peur d'un avenir compliqué. D'accord, ok. Et malgré tout, tu as toujours... Sur les métiers d'art, je parle. D'accord, voilà. D'accord. Pas... Ok. Bon, alors c'est fini, plus personne ne dit plus rien. Et donc, on va quand même terminer en vous disant, tous ceux qui nous écoutent, où c'est qu'on peut vous retrouver Jean-Pierre? T'es sur Instagram, t'es sur les réseaux? Non, j'ai aucun réseau. Moi, j'ai un site internet, mais je sais même pas l'adresse. Oh non! Le nom de ta boîte. Le nom de ton entreprise. Donne-nous le nom de ton entreprise. Oui, c'est Acrobat-JP, comme Jean-Pierre. C'est acro-bat-jp. -jp.fr, j'imagine, ou .com. Il y a un gym-do quelque part qui se promène. Mais tu ne t'inquiètes pas, pour les bichons qui nous écoutent, si vous avez besoin de faire appel à un cordiste, à Jean-Pierre qui est là, qui est souriant, très 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 pro dans ce qu'il fait. On vous mettra tous les liens dans la description ou dans les notes du podcast. Donc vous mettez l'émission en pause, vous allez voir dans les notes et il y aura tout ce qu'il faut pour le contacter. En face de toi, Alain Montard. Les gens qui veulent te retrouver. T'es sur TikTok, t'es sur... T'es où, toi? Moi, je suis nulle part. Nulle part. Je suis juste avec un certain Laurent Jacquet sur YouTube. Donc, vous tapez Alain Montard, vous allez trouver direct. Ah oui, c'est vrai, si vous tapez Alain Montard, miroitier... Tu tapes Alain Montard, on n'est que deux. Il y en a que deux Alain Montard. Il y en a un qui est boulanger et un qui est miroitier. Voilà, si vous tombez sur le boulanger, c'est pas la... Si vous voyez qu'il y a une paire de miches, c'est pas moi. C'est pas toi. Donc, comme ça, vous en saurez plus. Et puis, pareil, on mettra tes coordonnées s'il y a un mail ou quoi que ce soit dans la description. Si des fois, il y a une école qui veut t'appeler en disant « Mais enfin, monsieur Montard, arrêtez de raconter qu'il n'y a plus de formation. » On vous invite et venez constater par vous-même qu'on fait... Mais ils peuvent m'embaucher, je vais être à la retraite bientôt. Eh ben, tu regardes. Et en plus, je pense que tu seras un bon professeur. Oui. Sincèrement, parce que t'as un peu la tchatche, le bagou, et t'es un peu ronchonchon. Mais non, mais faut le dire, moi je le connais bien. Mais par contre, t'es très bon dans ce que tu fais et t'es bon pédagogue. Et je sais que tu as le caractère à prendre un peu de temps avec les gens pour leur expliquer. Oui, tu peux prendre, mais il faut qu'ils comprennent tout de suite. C'est ça le problème. Ah d'accord, ok. Bon, alors après, je vais réexpliquer. Parce que j'ai eu des petites stagiaires, des trucs comme ça. Alors j'en avais qui ont compris tout de suite. Et là, tu te dis, c'est le top. Sauf que c'était une fille, qui était de Feur d'ailleurs. Ouais. Et le problème, c'est que pour tenir une glace comme ça, elle peut pas. Ah oui, c'est trop lourd, si tu veux. Ouais. Tu vois, donc elle est limitée. Et moi, je peux pas embaucher quelqu'un qui est capable de faire un petit miroir comme ça. C'est impossible. Mais non, mais alors après, il faut que tu vendes tous les appartements que tu as dans toute la France et puis que tu lui achètes une petite machine pour l'aider. Apporter les trucs. Non, mais tu commences à saigner du nez, alors. Il vient de nous dire qu'il avait 59 ans et t'es en train de dire « Foutez-moi la paix, je suis bientôt à la retraite. » Je vais t'envoyer ma massage, elle va te la porter. Ah oui. Une comme ça va. Ouais. Moi, j'étais à Méribel la semaine dernière, mardi dernier. Ouais. Il fallait faire 150 mètres parce que tu avais 1 mètre de neige au milieu des bâtiments et t'as pas de route pour aller à l'immeuble. Donc, tu as un chemin où tu as ça de verglas. Et dans les mains, tu as une glace qui fait 1 mètre de large par 2,50 m de haut parce qu'elle fait sol-plafond. Et là, comment tu fais? Oui, tu cherches la merde, écoute. Explique-moi. Voilà. Donc, tu fais Holiday on Ice et tu te dis, si je me casse la gueule, c'est mort. Tu vois? Non. On devrait aller filmer ça, ce serait marrant. Ouais. Puis te mettre des pièges. Et nous, on se mettrait sur le côté, on commenterait avec des casques. Et attention, il entame le virage. Il appelle pour combien il arrive en un seul morceau. Et on peut lui balancer des boules de neige pendant que... On n'est pas chez Warrior non plus. Non, mais là, ça, ce serait bien. Là. Avec la musique derrière,
Rémi, où c'est qu'on peut te retrouver si y a plein de bichons qui nous ont écoutés et qui ont dit, dis donc, ce gars, j'ai envie d'en savoir plus. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le BTP CFA de Roanne. D'accord, Roanne 42. Roanne 42. On a 11 CFA dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Et sinon, j'ai des réseaux. Donc, il y a TikTok, Passion Maçon Rémi Fusaro. D'accord. Facebook également, sous le même nom, YouTube et Instagram. D'accord. Et donc, bien sûr, pareil, même punition que les autres, on mettra tous tes liens, tous tes réseaux dans la description. Merci beaucoup. Messieurs, on a fait le tour. Hey, vous avez adoré cet extrait et vous en voulez toujours plus? Alors foncez découvrir la matinale dans son intégralité. Et pour ne rien louper des prochaines émissions, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Allez, salut les bichons!